Au commencement, un jeune homme périt par l'erreur d'un dieu et se voit désormais envoyé vivre une nouvelle existence dans un monde inédit par la déesse de la réincarnation. Il échange ses souvenirs de sa vie passée contre les compétences qu'il désire pour la nouvelle, offrant ainsi à son nouveau lui, Kelvin, une chance de repartir à zéro et de s'amuser sans limite dans ce monde fantastique. Dans la scène d'ouverture, un jeune homme se réveille dans une contrée inconnue et se voit offrir un mystérieux manuel flottant proposant une option pour débuter une aventure. Il clique sur le bouton de démarrage et est aussitôt accueilli par une voix féminine virtuelle qui le félicite et l'informe qu'il a été choisi au hasard, le plus complet pour être réincarné dans un autre monde et que tous ses souvenirs de sa vie antérieure ont été entièrement effacés. La voix du manuel lui assure qu'il avait accepté les conditions avant sa réincarnation. La voix poursuit en lui expliquant qu'il se trouve dans un monde fantastique, rempli de lames s'entrechoquant et de mages lançant des sorts. Il avait d'ailleurs choisi au préalable la compétence qu'il posséderait avant de renaître. Elle charge un écran de statut et l'exhorte à le consulter pour les détails. Elle lui montre les détails, il apprend que son nom est Kelvin, un homme de 23 ans. La voix virtuelle annonce que son aventure commence par un voyage vers une ville voisine. Elle l'informe qu'il y a un guide et qu'il pourrait vouloir s'inscrire comme aventurier dans cette localité. Il accepte avec enthousiasme et commence à se diriger vers la première ville proche, accompagné du manuel virtuel. Après avoir marché un certain temps, Kelvin demande au manuel virtuel si elle l'accompagne. Elle lui rappelle que dans sa vie antérieure, il lui avait demandé à elle, la déesse de la réincarnation, de devenir sa servante. Elle mentionne que la raison pour laquelle des êtres comme elle peuvent parler est de permettre la communication entre les invocateurs et leurs serviteurs. Maintenant dans une ville nommée Ptart, Kelvin comprend qu'il est des morts dans un accident prétendument causé par une déesse, Melfina, qui est allée voir la déesse de la réincarnation pour demander son intervention. Et quand il a vu la déesse, selon elle, il est tombé amoureux et ne peut à présent qu'entendre sa voix dans sa tête. La voix raconte comment, dès que son ancien lui a choisi sa compétence et il lui a demandé de conclure un contrat pour qu'elle devienne sa servante, ce qu'elle a accepté pour des raisons de désir de vacances. Tandis que la déesse continuait de parler de quitter son poste et de le confier à ses employés, Kelvin est passé devant une vitrine et il est rapidement revenu sur ses pas pour regarder son visage pour la première fois. Elle s'extasie de ne pas avoir pu prendre de pause depuis des décennies et l'informe qu'il a décidé de se débarrasser de ses souvenirs pré-réincarnation en échange de plus de compétences. Kelvin demande s'il peut invoquer sa présence physique, mais elle lui répond qu'il n'a pas encore assez de PM pour la faire apparaître. La voix annonce qu'ils sont presque arrivés à la guilde des aventuriers. Kelvin s'exclame sur la taille imposante du bâtiment et s'y dirige avec enthousiasme. À l'intérieur, Kelvin se retrouve dans un espace bondé rempli d'aventuriers. Il fait la queue pour être pris en charge par un membre du personnel. Quand son tour arrive, l'employé l'accueille et lui demande ce qui l'amène à la guilde. Il lui explique qu'il souhaite s'inscrire comme aventurier et reçoit un formulaire à remplir. Le membre du personnel lui demande s'il a besoin d'aide pour le remplir, mais il lui assure que ce n'est pas nécessaire. La voix lui demande de ne pas révéler qu'il est un invocateur, car c'est un métier ultra rare et il n'y en a généralement qu'un seul par nation au maximum. Et s'il découvre qu'il est un invocateur, les dirigeants de la nation s'intéresseront à lui. Kelvin décide qu'il ne veut pas cela et convient avec lui-même d'inscrire sa classe comme mage vert à la place, puis soumet le formulaire. Le personnel lui demande d'attendre un peu après avoir soumis le formulaire. Pendant qu'il patiente, Kelvin commence à penser à la chance qu'il a de se retrouver dans un monde fantastique et prévoit de profiter de sa liberté aussi longtemps qu'il le pourra tout en gardant le silence sur le fait qu'il est un invocateur. Dans la scène suivante, il reçoit une carte de membre de la guilde et on lui dit qu'il commence au rang F. Le personnel lui montre une pancarte des lieux d'où ils reçoivent des missions et lui explique que les aventuriers sont divisés en différents rangs pour diverses localités. Kelvin demande s'il ne peut prendre que des missions de rang F et on lui répond qu'un aventurier peut accepter des missions jusqu'à un rang supérieur au sien. S'il échoue, il devra payer une pénalité contractuelle, mais s'il parvient à accomplir 10 missions d'affilée, il montera d'un rang d'aventurier. De plus, des points supplémentaires ne sont pas attribués pour les missions prises au-dessus de son rang. Mais une fois qu'il atteindra le rang C, il devra commencer à passer des examens. Après lui avoir expliqué les instructions, le personnel lui dit de faire de son mieux. Kelvin demande s'ils ont de nouvelles missions pour les jeunes aventuriers et le personnel lui montre gentiment des listes de lieux où travailler. La déesse lui suggère de s'attaquer au slime bleu et d'en contracter un par la même occasion. Elle souligne que ce sera le monstre parfait pour sa première invocation. Il annonce son choix de prendre la quête du slime bleu et demande à acheter une baguette en bois. En sortant de la guilde, la voix de la déesse loue sa décision de choisir une baguette en bois qui possède un peu de magie. Après avoir marché un moment, il aperçoit un troupeau de slimes bleus et se cache rapidement dans les buissons pour ne pas les effrayer. La voix de la déesse dans sa tête lui suggère d'utiliser un wild d'évaluation sur eux. Il active la compétence d'évaluation oculaire et commence à lire les données concernant le slim bleu. La déesse l'informe qu'il peut évaluer des créatures jusqu'à 100 niveaux au-dessus de lui et des objets jusqu'au rang S. Il demande à Melfina comment faire fonctionner son contrat d'invocation et la voix parlante dans sa tête l'informe qu'il a d'abord besoin du consentement de sa cible. Il réfléchit à la manière d'obtenir le consentement des slimes bleus. Melfina lui fait savoir que pour obtenir le consentement de créatures incapables de communiquer, il doit les attaquer et les affaiblir, puis utiliser le contrat et elles consentiront.
Kelvin lance sa première attaque mais ne parvient pas à toucher sa cible. Les slimes bleus s'enfuient en sécurité après qu'un d'entre eux ait réussi à frapper son agresseur. Il se plaint d'avoir sous-estimé les monstres, les considérant comme les plus faibles et les plus faciles à vaincre. Maintenant de retour et préparé, un slime bleu parmi le troupeau se moque de Kelvin qui décide de lancer bruyamment son deuxième coup. Le slime parvient à esquiver tous les coups lancés contre lui tout en réussissant à porter plusieurs de ses propres coups. Kelvin se dit de lancer des attaques plus prudentes après avoir remarqué la vitesse du monstre. Il lance une attaque calculée contre le slime bleu, manque son premier coup mais relance rapidement une autre attaque et frappe le slime avec succès, l'affaiblissant. Il tend sa main droite, il chancelle après avoir senti une énergie se vider de son corps. La voix dans sa tête l'informe que les contrats d'invocation utilisent la moitié des PM restants, que le processus réussisse ou non. Il réussit sa première épreuve et absorbe le monstre slime bleu vaincu. Melfina le félicite pour ce contrat réussi et l'exhorte à nommer le monstre avec lequel il vient de passer un accord. Kelvin choisit le nom de Cloto et souhaite la bienvenue au monstre. Il découvre qu'il peut ressentir les émotions du slime bleu et remarque qu'il est heureux. Il décide d'essayer son pouvoir d'invocation après avoir calculé combien de PM il lui reste et demande si cela fonctionnera. Melfina lui assure que c'est suffisant pour invoquer un slime bleu. Il invoque avec succès un slime bleu. Kelvin est surpris d'apprendre que les slimes grandissent en mangeant des slimes plus faibles. Il instruit Cloto qu'il est libre d'absorber tout slime qu'il vaincra, mais qu'il désynthétise les noyaux de slime pour prouver leur victoire. Le serviteur et le maître lancent leur première attaque contre le troupeau de slime et parviennent à vaincre 2 d'entre eux. Kelvin remarque à quel point Cloto est plus rapide qu'avant le contrat. Mademoiselle Menu annonce une amélioration d'invocateur de classe S, ajoutant 100 points à toutes les statistiques. Melfina informe son maître qu'il est actuellement le seul invocateur de rang S existant et que les autres sont bien plus faibles et se trouvent dans des rangs inférieurs. Après avoir été payé pour un travail bien fait, Kelvin se réjouit d'avoir de quoi s'offrir de la nourriture et une chambre pour la nuit et se dirige vers l'auberge recommandée dont l'employé de la guilde lui avait parlé. Dans une ruelle, Kelvin voit une petite foule admirer 2 esclaves enchaînés dans leur cage et suggère, puisqu'il a plus d'emplacements d'invocation disponibles, que ce serait un bon moyen de renforcer son groupe. Le marchand d'esclaves fait la publicité de ses captures à la foule et il s'exclame d'avoir pu obtenir une elfe. Un vieil homme dans la foule se réjouit de pouvoir posséder une elfe. Il soliloque sur la façon de l'embellir avec un peu d'argent. Le marchand d'esclaves admet qu'elle est une demi-elfe de sang mêlé et qu'il n'a eu de la chance de l'obtenir à un si bon prix. Kelvin observe l'elfe intensément mais s'éloigne. Arrivé à l'auberge du Champ des Esprits, Kelvin demande une chambre pour la nuit à un membre du personnel qu'il a rencontré. Elle se présente comme Claire et il se présente comme Kelvin. Claire lui demande de se reposer dans sa chambre pendant qu'elle lui prépare un repas. Kelvin se plaint de ne pas avoir de salle de bain. Melfina l'informe qu'il n'y a pas de salle de bain, sauf dans les châteaux des rois ou les manoirs des nobles, et que les roturiers se lavent dans la rivière ou se nettoient avec des serviettes chaudes. Kelvin s'allonge sur son lit et entend son estomac gargouiller, puis se redresse brusquement pour aller manger quelque chose. Dans la scène suivante, Kelvin se voit présenter un somptueux et copieux repas et commence à manger aussi vite qu'il le peut. À la guilde des aventuriers, Kelvin est félicité par un préposé pour avoir été promu aventurier de rang E. 2 aventuriers au hasard se plaignent du nouvel aventurier inscrit qui était enregistré comme rang F et partait en solo. D'autres aventuriers spéculent qu'un mage a raté son travail et a dû devenir aventurier. Un homme blond à côté de lui conseille à Kelvin de choisir la mission de rang D consistant à vaincre le chevalier fantôme noir. Le préposé identifie l'homme comme Cachel. Cachel de même identifie la préposée comme Ange et l'informe de son arrivée. Ange le salue et lui demande comment s'est passée sa mission. Il se vante d'avoir exécuté un excellent travail comme prévu. Il se concentre sur Kelvin et le félicite pour sa promotion. Kelvin demande qui il est, excuse ses erreurs et se présente comme Cachel, un aventurier de rang D. Certains aventuriers assis dans l'espace discutent de lui, le traitant de menteur et affirmant qu'il est aussi fort qu'un aventurier de rang B. Les autres aventuriers commencent à bavarder sur Cachel et le nouvel arrivant. Cachel s'éclaircit la gorge et les bavards se réorganisent. Il invite Kelvin à rejoindre son groupe, qui est actuellement à la poursuite du chevalier fantôme noir. Ange avertit Kelvin que bien que le chevalier fantôme noir soit une mission de rang D, il est réputé plus fort que les autres et est trop dangereux pour lui qui vient d'être promu au rang E. Cachel lui assure que s'il accepte de se joindre à eux, ils prendront soin de lui. Kelvin décline poliment l'offre et déclare que quelqu'un d'aussi faible que lui ne serait d'aucune aide à leur groupe. Il utilise son œil d'évaluation pour recueillir des données sur Cachel et remarque que ses statistiques sont aussi élevées que celles de Cloto. Kelvin propose qu'ils s'affrontent pour voir qui peut vaincre le monstre chevalier fantôme noir en premier et assure qu'il y ira en solo. Cachel l'informe qu'il est impossible de battre le meilleur en solo. Quelle que soit sa force, mais accepte le défi et demande si c'est d'accord qu'il y aille avec un groupe comme prévu initialement et Kelvin accepte. Melfina demande à son maître s'il est sûr de sa décision. Il confirme et ajoute qu'il cherche un moyen de montrer ce qu'il a acquis grâce à ses montées de niveau et à son entraînement. Dans une partie cachée de la ville, Cachel interroge l'un des membres de son groupe sur ce qu'il a appris à propos de Kelvin. Le membre à l'allure rude déclare qu'il possède un œil d'évaluation de rang C, ce qui signifie qu'il a aussi au moins une dissimulation de rang C. Cachel est amusé et un grand homme chauve-borgne, Rage, demande s'il peut lui faire du mal comme il l'a fait à l'aventurier précédent. Cachel lui ordonne de rester calme. Plusieurs nuits plus tard, Cachel et les membres de son groupe partent combattre le chevalier fantôme noir dans son château, mais sont accueillis par Kelvin qui avait auparavant détruit tous les soldats morts vivants.
Cashel fronce les sourcils en voyant le bâton de vétéran que Kelvin tient et suppose qu'il est un mage vert. Raj se moque de lui, disant qu'il n'a pas pu vaincre le chevalier seul et que c'est pour cela qu'il a attendu leur arrivée. Kelvin rejette ses insinuations et les accuse de le cibler comme objectif principal. Cashel demande à Kelvin s'il a été engagé par la guilde ou s'il ne cherche que la prime de ses deux membres. Le troisième membre fait le lien, ne pouvant pas lire son rang, et demande s'il est un chasseur de primes, se faisant passer pour un débutant. Kelvin est étonné d'apprendre l'existence d'une prime, mais Melfina lui assure que cela ne change rien. Kelvin attire le grand homme chauve à sa poursuite. Raj se lance furieusement après Kelvin, ignorant les avertissements de Cashel de ne pas se laisser provoquer. Il tente de frapper Kelvin, mais commence à s'enfoncer dans le sol à mi-chemin. Kelvin déchaîne une magie verte de Randé, la vigne de boue qui attire Pulial, qui transforme le sol sous son ennemi en un marécage boueux sans fond, les immobilisant sur place. Cashel observe Kelvin utiliser la compétence de dissimulation. Il informe son dernier membre que la vigne de boue prend du temps à s'activer et qu'il l'a placée plus tôt mais l'a frappée avec dissimulation. Le troisième membre admet, effrayé, que sa dissimulation n'a pas pu la détecter. Raj tente de se débattre hors de la vigne de boue mais est attaqué par deux lames de magie du vent. Il se prépare et parvient à en esquiver une et à en briser une autre. Cashel esquive la deuxième lame de vent se dirigeant vers lui, mais le troisième membre y échappe de justesse, pris de peur. Le troisième membre s'excuse et s'enfuit pour sauver sa vie. Cashel commence à charger contre Kelvin qui est informé par Melfina de l'état actuel de la bataille. Kelvin lui assure que tout est dans son plan et invoque Clotho, qui a évolué d'un slim bleu en un slim gluttony, contre Guimel et lui ordonne de ne pas le laisser s'échapper. Clotho vainc Guimel sans pitié. Dans l'autre pièce, Raj se libère de la vigne de boue et assure à son maître qu'il s'occupera du slim. Clotho l'attrape en plein vol et le serre fortement. Pendant ce temps, Cashel charge vers Kelvin et les deux s'affrontent. Dans la scène suivante, un Cashel gravement battu se plaint de la force et de l'intégrité de Kelvin avant de s'évanouir. Après s'être occupé d'eux, Kelvin ouvre une porte et se prépare à enfin rencontrer le célèbre chevalier fantôme noir. Il utilise son œil d'évaluation pour scanner les données du monstre. Il commence à s'extasier sur le plaisir qu'il aura à l'avoir dans son groupe. Le chevalier demande d'un ton menaçant ce qu'il veut de lui. Kelvin admet avec confiance qu'il est venu pour le vaincre mais a changé d'avis. Il se présente comme Kelvin l'invocateur et demande à conclure un contrat avec lui. Dans la scène suivante, le chevalier rit de la façon dont la plupart des gens se précipitent sur lui avec une épée quand il le voit et dit à Kelvin qu'il est le premier à lui parler. Le chevalier mentionne qu'il n'est devenu un monstre avec une personnalité que récemment et qu'il était auparavant capitaine de chevalier au service de son pays. Il lui dit qu'il ne sait pas pourquoi il est devenu un monstre. Kelvin est confus de voir à quel point le chevalier le plus redouté est amical avec lui. Le chevalier poursuit son explication, disant qu'il ne connaît pas la raison pour laquelle il protégeait le château où il se trouvait et lui offre des bonbons. Melfina informe Kelvin que le chevalier est simplement heureux d'avoir enfin quelqu'un à qui parler et rappelle à son maître le contrat. Kelvin se ressaisit et demande au chevalier s'il souhaite conclure un contrat avec lui. Le chevalier fantôme noir souligne que puisque le pays et le roi qu'il servait ont tous disparu, il est plus que disposé à servir un nouveau roi, mais il veut savoir à quel point son nouveau commandant est digne. Kelvin accepte et le défie. Le chevalier est stupéfait que Kelvin le défie. Dans la scène suivante, les deux hommes prennent leur position et Kelvin désigne le chevalier comme un vieil homme, mais le chevalier le corrige en disant que son nom est Gérald. Kelvin charge pour lancer une attaque, il lui lance une lame de magie du vent qu'il détruit facilement et ordonne à Clotho de l'attaquer. À sa surprise, Gérald a arrêté toutes les attaques de Clotho de son angle mort. Melfina informe son maître que Gérald possède un œil de l'esprit et peut obtenir un bonus pour toute décision nécessitant une réaction instantanée. Gérald exhorte Kelvin à donner le meilleur de lui-même, sinon leur combat n'aurait aucun sens. Kelvin lance un sort de magie verte appelé Rempart terrestre, qui élève un haut mur de roche contre lui. Gérald félicite le slime d'avoir toutes sortes de ruses après avoir tenté une ruse autodestructrice et commence à lever son épée. Melfina demande à son maître de sauter aussi loin que possible sur le côté. Au moment où il saute de l'autre côté, Gérald traverse le rempart terrestre. Kelvin se plaint de ne pas le voir bouger son épée et lance une autre magie verte contre lui, appelée la faille profonde, qui fait vibrer le sol et envoie des lames de lumière vers un ennemi. Le chevalier peut contrer les lames de lumière malgré le sol instable. Kelvin est stupéfait par la contre-attaque réussie du chevalier. Il observe avec amusement Gérald se défendre contre chaque coup que Clotho lui porte et déchaîne son troisième sort de magie verte appelé pression d'air, qui immobilise ses ennemis à l'aide de pressions atmosphériques. Il ordonne au chevalier de ne pas mourir. Gérald lui assure qu'il ne mourra pas, mais se met soudain à briller. Des souvenirs de sa vie passée commencent à lui revenir. Gérald a un flashback d'un pays nommé Alcarl et un jour, un messager nommé Gildora vint offrir au roi d'Alcarl de servir sa nation, l'empire de Lésia, et de détruire ensemble le Saint-Empire de Daramus. Le roi refuse ses exigences, mais le messager elfe lui rappelle de ne pas oublier que s'il refuse d'obéir à Lésia, son royaume paiera le prix de sa négligence. Le prix fut payé dans le sang. Sur son lit de mort, l'épouse de Gérald, Betty, supplie son mari de prendre soin de leur fille Connie avant de s'éteindre. Le roi du royaume s'était empoisonné en voyant sa ville tomber, et en quelques jours seulement, Arcarl tomba. Il quitte la ville avec son cheval qui mourut en chemin et commence à marcher avec sa fille à la main. Gérald annonce avec force que venger sa nation, notre Karl, est ce qui le maintient dans le Nouveau Monde et se libère de la pression d'air avec laquelle Kelvin l'avait piégé et commence à charger vers Kelvin.
Kelvin lance une autre attaque sur le rempart terrestre. Pendant ce temps, Gérald lui demande s'il est prêt à l'aider à venger sa nation. Voyant que le rempart terrestre n'a pas fonctionné contre lui, Kelvin lance le sort de pression d'air contre lui et ordonne à Clotho d'absorber et de faire pleuvoir la pression sévèrement sur lui. Le chevalier noir est projeté en arrière, il pense à sa femme et à sa fille dans sa vie passée et est lancé exceptionnellement loin dans le ciel. Clotho lève les yeux et pousse un ricanement satisfait en voyant le chevalier voler. Le lendemain, Kelvin soumet un fragment de l'armure du chevalier fantôme Bakat et est célébré par la foule pour avoir accompli une mission presque impossible et s'extasie sur leur gratitude qu'il ait pu se débarrasser de Cashel et des membres de son groupe. Dans une autre scène, Cashel et son groupe sont menacés par un garde de confesser tous les crimes qu'ils ont commis et doivent s'attendre à la peine de mort. Dans la guilde, des chopes de bière sont levées en célébration de la victoire de Kelvin, qui est appelé à part par Ange. Elle l'informe que sa dernière mission a été désignée comme dépassant de loin le rang D et qu'ainsi il recevra une augmentation de rang spécial et des remerciements personnels du chef de la guilde. Elle se réjouit de son succès et lui dit qu'il est plein de surprises. Il acquiesce et se souvient à quel point le chevalier fantôme noir était vraiment fort. Gérald taquine Kelvin à propos d'Ange et suggère qu'elle est une candidate pour son harem. Melfina s'y oppose et l'informe qu'elle est déjà sa fiancée. Les deux se disputent à ce sujet et Kelvin leur ordonne d'arrêter de parler dans sa tête. Il ordonne à Gérald de ne pas l'appeler son roi et Melfina sa fiancée. Gérald lui fait remarquer qu'un chevalier ne peut servir qu'un roi. Melfina demande à son maître de regarder devant lui, il aperçoit un vieil homme fixant la fenêtre. Le vieil homme vante la beauté du jour et ajoute que c'est une journée parfaite pour un aventurier, vraiment. Kelvin acquiesce. Le monsieur rit bruyamment et commente qu'il est bon d'être enthousiaste dans son travail, mais après tout, il faut bien se reposer de temps en temps. Kelvin esquisse un petit rire et mentionne que c'était l'idée du vieil homme dès le départ, soulignant que c'était une journée idéale pour une aventure. Le vieil homme se présente comme Léo, le chef de la guilde des aventuriers de Parthe, et l'informe qu'il a une question un peu étrange à lui poser. Il utilise ses yeux d'évaluation pour le scanner tout en lui demandant s'il vient d'un autre monde. Kelvin, à son tour, utilise ses compétences d'œil d'évaluation pour scanner le maître de guilde. Il est stupéfait d'apprendre que le vieil homme possède un œil d'évaluation de rang A surpassant sa dissimulation de rang B et craint que le maître de guilde ne puisse voir qu'il est réellement un invocateur. Dans la scène suivante, Léo et Kelvin discutent autour d'un thé. Léo explique qu'Ang lui a raconté ce qui s'était passé avec Cashel et comment il avait vaincu le chevalier fantôme noir avec ses serviteurs, l'accusant d'être un invocateur. Gérald ordonne à son maître de se ressaisir car après tout, il est impossible de garder son statut caché éternellement. Il devrait plutôt se faire plus d'amis afin de pouvoir partager ses secrets. Kelvin décide de mener la conversation calmement et avoue ne pas pouvoir se cacher du maître de guilde avec son œil d'évaluation de rang A. Il lui dit qu'il parie qu'avec un tel œil, il savait probablement que Cashel et ses acolytes étaient des criminels et lui demande pourquoi il ne les a pas arrêtés. Léo ricane et s'excuse de n'avoir rien fait concernant cette débâcle, l'informant que Cashel est un noble de la nation militante de Trissan et qu'il est difficile d'agir contre un noble étranger sans preuve, mais il l'assure qu'il obtiendra ce qu'il mérite. Kelvin demande d'aller droit au but. Léo admet qu'il n'est pas son ennemi, mais que sa mission est plutôt de créer une amitié et lui dit qu'il a déjà rencontré d'autres personnes venues d'un autre monde. Kelvin est amusé d'apprendre qu'il existe d'autres personnes comme lui. Léo mentionne les héros du Saint-Empire de Darimus. Melfina se souvient pourquoi elle a réincarné les héros et promet d'expliquer cela à Kelvin plus tard. Maintenant, debout, Léo raconte comment la prêtresse de Darimus a entendu la prophétie de Dieu et a invoqué les héros. Il s'approche de la fenêtre et poursuit son récit, expliquant que le retour du roi démon est imminent et suggère que c'est la raison pour laquelle les monstres à travers le continent sont devenus si violents. La force du chevalier fantôme noir est probablement due à ce même retour du roi démon. Il affirme que même les héros ne peuvent protéger un continent entier si le roi démon revient vraiment. Il préférerait qu'il se concentre sur sa défaite. Kelvin demande à Léo s'il veut qu'il le protège du monstre à la place des héros. Sans répondre à la question de Kelvin, Léo mentionne que la ville n'a pas assez de personnes capables de gérer des missions de rang B et plus, et propose d'utiliser son autorité pour augmenter son rang d'aventurier et lui permettre de choisir les missions qu'il prend. Kelvin fait remarquer que l'accord est un peu trop en sa faveur. Léo lui demande pourquoi il cachait le fait qu'il vient d'un autre monde et qu'il est un invocateur, puis se répond à lui-même en suggérant qu'il essayait d'éviter une ridicule lutte de pouvoir entre nobles. Léo propose que s'il est prêt à se ranger de son côté, il peut lui promettre la liberté avant tout. Il souligne que ses compétences sont égales à celles d'un aventurier de rang S et qu'il va le faire grimper au sommet avant qu'il ne soit contraint de rejoindre la cause de quelqu'un d'autre. Kelvin accepte de l'aider puisque ses conditions sont acceptables. Claire s'extasie sur la promotion de Kelvin au rang d'aventurier de rang B et promet de préparer un plat d'accompagnement supplémentaire pour célébrer sa promotion. En mangeant son déjeuner, il interroge Melfina sur l'explication qu'elle lui avait promise plus tôt dans la journée. Melfina raconte qu'il y a longtemps, la prêtresse du Saint-Empire de Darimus a effectué un rituel d'invocation pour réincarner des personnes choisies, mais elles sont toutes à un faible niveau dans le monde actuel. Il se souvient quand Léo a raconté l'histoire de la prêtresse de Darimus, mais Melfina lui dit de ne pas s'en inquiéter. Kelvin invoque Clotho et lui demande de lui donner l'argent de la récompense qu'il lui avait confiée et loue sa compétence d'inventaire. En sortant de l'auberge, Kelvin demande à Claire si elle pourrait préparer une autre assiette pour le dîner du soir et elle accepte avec joie. Maintenant en ville, Gérald le taquine en disant que c'est le moment où il aspire à une touche féminine, mais son maître le corrige en expliquant que la raison de son shopping d'esclaves est que la dernière fois qu'il est passé devant les marchands d'esclaves, il a pensé à acquérir un esclave pour améliorer son groupe. Melfina demande s'il va l'entraîner et l'ajouter à son groupe.
Il accepte et admet qu'il y a une esclave qui a attiré son regard la dernière fois. À la demeure du marchand d'esclaves, Kelvin remarque l'elfe qu'il avait vu l'autre jour ligoté dans une cage. Le marchand d'esclaves s'approche de lui et l'informe qu'elle a une puissante malédiction qui brûle quiconque la touche. Kelvin scanne ses attributs avec ses yeux d'évaluation et est amusé de constater que ses points de compétence sont intacts. Il demande à Melfina ce qu'il doit faire pour briser la malédiction placée sur l'elfe esclave. Elle l'informe que la malédiction ressemble à celle d'un roi dragon de feu et qu'un sort de bénédiction sacrée d'un utilisateur de magie blanche de rang A pourrait la lever. Kelvin propose d'acheter l'elfe esclave maudite. Sur le chemin du retour, l'esclave le remercie de l'avoir acheté et se présente comme Ethel. Il se présente à son tour comme Kelvin, un aventurier. Il lui demande si elle rejoindrait son groupe et combattrait avec lui et depuis combien de temps elle est esclave. Elle lui répond depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne et qu'elle ne sait pas qui sont ses parents ni pourquoi elle est maudite. Kelvin essaie de la consoler mais elle recule brusquement et se plaint de ne plus vouloir blesser personne. Il lui dit de lui faire confiance et brise facilement la malédiction qui lui a été infligée, déverrouille ses chaînes et l'assure qu'elle ne nuira plus aux autres avec cette malédiction. Elle s'agenouille et commence à pleurer devant son nouveau maître. À l'auberge, Claire l'accueille et annonce que le repas est déjà sur la table. Kelvin demande si elle peut trouver des vêtements pour Eiffel après le dîner, mais Claire insiste pour qu'elle soit habillée correctement avant de manger et l'entraîne pour qu'elle se change. Après une longue attente, Eiffel est présentée par Claire dans une tenue à couper le souffle. Kelvin rougit et la complimente. Elle assure à son maître qu'elle fera de son mieux à partir de ce moment et qu'elle a hâte de le servir. Claire s'excuse d'avoir pris son temps et va leur servir le dîner. Il lui révèle son secret d'invocateur et lui fait acquérir les mêmes compétences que lui. Tout se passait parfaitement à l'exception des arrangements de couchage. Kelvin avait demandé une deuxième chambre avec un lit, mais cela lui fut refusé faute de chambre disponible. Ils furent donc contraints de partager un lit et Kelvin commença à trouver Elif mignonne. Un mois après qu'Eiffel ait rejoint le groupe, elle, aux côtés de son maître Kelvin, passe tout le mois à monter de niveau et à accomplir des missions. Au cours du mois, Eiffel utilise ses points en tir à l'arc et en clairvoyance. Elle a également appris la couture après avoir monté de niveau. Kelvin a également acquis une compétence en forge et s'entraîne toujours. La combinaison de la compétence de tir à l'arc de haut niveau d'Ethel, de la magie rouge et de la grâce du roi dragon de feu lui a conféré sa technique originale. À la guilde des aventuriers, Aang félicite Kelvin pour une autre mission réussie et l'informe qu'il a eu un total de 9 missions réussies d'affilée. Et s'il réussit une mission de plus, il pourra passer l'examen de promotion de rang. Ethel assure à son maître qu'il deviendra bientôt un aventurier de rang A. Kelvin lui rend la flatterie en lui disant qu'elle vient de devenir de rang C, mais qu'en un rien de temps, elle sera promue au rang B, bien qu'il admette se sentir mal pour son adversaire lors de la bataille simulée du dernier examen. Ange informe Eiffel qu'un nouveau magasin de sucreries vient d'ouvrir et l'invite à une petite gâterie. Kelvin observe les deux filles discuter et est invité par Eiffel à cette douce collation. Ange conseille à Kelvin de ne pas refuser une fille qui l'invite gentiment. Il accepte et promet d'y aller le lendemain. Le jour suivant, Kelvin essaie de se convaincre que cette sortie n'est pas un rendez-vous, mais plutôt une simple rencontre ordinaire. Il se demande comment Melfina réagirait à sa place si elle était là. Melfina avait quitté son réseau de serviteurs plus tôt ce matin-là, disant qu'elle allait donner un oracle divin. Ange s'approche de lui et demande où se trouve Ethel. Kelvin l'informe qu'elle lui a dit que cela lui prendrait du temps pour se préparer, et lui demande d'entrer sans elle. Ethel entre, merveilleusement vêtue, et demande à son maître, qui est stupéfait par son apparence, comment elle la trouve. Ange presse Kelvin de la complimenter, il rougit et lui dit qu'elle est très belle. Eiffel rougit à son tour du compliment de son maître. Maintenant dans la confiserie, Kelvin complimente Eiffel qui essaie de lui donner des sucreries une fois de plus pour sa belle apparence. Il rougit et lui dit nerveusement de ne pas le nourrir en public. Ange les taquine en demandant si elle le nourrit à la maison depuis tout ce temps. Un groupe de 3 hommes identifie les filles mangeant avec Kelvin et se plaint avec jalousie que le nouveau venu leur ravisse les filles. Pendant ce temps, Kelvin nie avec une excitation excessive qu'elle ne le nourrit que lorsqu'il goûte la cuisine d'Ethel à l'auberge. Ethel est confuse par sa réaction et demande si elle a fait quelque chose de mal pendant qu'Ange essaie de forcer Kelvin à manger. Les dames autour bavardent sur la dispute des filles pour le jeune homme. Nerveux et lassé de cette sortie, Kelvin demande à partir et veut emporter les sucreries à la maison, mais il est mal interprété par la foule et tous roucoulent en le voyant ramener les filles chez lui. 3 hommes, 2 grands et un petit, s'approchent du magasin. Le petit homme se plaint que les roturiers ne devraient pas s'adonner à la romance dans les lieux publics et renverse la table où Kelvin et les filles étaient installés. Kelvin, incrédule, exige une explication pour ce comportement inacceptable. Le grand homme, à la droite du petit, lui ordonne de s'agenouiller et présente son partenaire comme Tabra, le 3e prince de Trison. Ange informe Kelvin que Trison est un grand pays militaire à l'est. Le prince Tabra commente la beauté d'Ange et d'Ethel. Il propose de pardonner à Kelvin ses crimes si les 2 filles se soumettent à lui. Les gardes s'avancent pour récupérer les filles pour leur maître. L'un des gardes reçoit le premier coup de vent, puis le second. Le prince Tabra regarde avec effroi. Alors que Kelvin commence à s'approcher de lui, le prince Tabra s'agite et prétend qu'il ne peut être touché en tant que prince. Kelvin lève les mains et lance le sort de pression d'air contre lui. Il demande ce que le prince fait à Ptart. Tabra l'informe nerveusement qu'il est venu rencontrer Léo à la guilde des aventuriers. Il affirme avoir entendu qu'un puissant aventurier a commencé à utiliser Ptart comme base et est venu enquêter personnellement sur ces rumeurs. Kelvin fait remarquer qu'il a des gardes extrêmement faibles pour un prince entreprenant un tel voyage. Tabra déclare que Trison croit que le talent est tout et que ceux qui en ont règnent, mais comme il est sans talent, il n'y a aucune place pour lui. Le prince admet ses plans de faire servir un puissant aventurier pour qu'il puisse gagner un peu de gloire. Kelvin l'informe qu'il parle très probablement de lui. Tabra lui demande s'il le servira, mais Kelvin refuse presque immédiatement.
Dans la grande cathédrale du Saint-Empire de Dérami, une prêtresse prie et demande la présence de la déesse Melphina. Melphina salue la prêtresse, Colette, et s'enquiert du bien-être des héros. Colette montre à Melphina la croissance des héros et la supplie de lui accorder son oracle car elle sent une présence maléfique venant du continent occidental. Melphina lui ordonne d'envoyer les héros et de les tenir éloignés de Ptart, et Colette l'assure qu'elle le fera. La nuit, Ethel demande si son maître est réveillé, Kelvin demande quel est ça le problème et elle commence à le remercier de l'avoir sauvé des mains du prince plus tôt dans la journée. Il lui dit que ce n'est pas un problème et s'excuse qu'ils dorment toujours dans le même lit. Ethel demande avec inquiétude à son maître si elle ne l'attire pas en tant que femme et commence à verser des larmes. Kelvin lui ordonne nerveusement de ne faire cela qu'avec l'homme qu'elle aime. Ethel confesse qu'elle est amoureuse de lui en tant que son maître et en tant qu'homme. Kelvin la serre et commence à l'attirer pour un baiser, mais est pris au dépourvu par le collier d'esclave autour de son cou. Il retire ses gestes et lui dit qu'elle est mignonne et plus attirante que n'importe quelle fille qu'il connaisse. Ethel saute sur son maître pour ses mots gentils et Kelvin commence à se dire qu'acheter une maison avec des chambres séparées pour eux deux est le seul moyen pour lui de survivre. Le lendemain matin, Kelvin et ses serviteurs, Gérald et Clotho, parcourent des manuels des héros. Ethel entre avec une recharge de thé et demande à son maître si Melphina est déjà de retour. Une petite partie de Clotho s'attache à l'épaule d'Ethel, lui permettant de participer au réseau des serviteurs. Melphina dit à Aleph qu'elle vient de rentrer, Gérald fait part de son observation tirée du manuel, les héros ne semblent pas du tout être forts. Kelvin admet qu'il s'attendait à ce que les héros soient au moins de niveau 100 puisqu'ils ont été invoqués il y a un an. Melphina admet également sa déception et se demande s'ils arriveront à temps pour le retour du roi démon. Kelvin se vante de sa perfection en forge, mais Gérald le taquine sur ses inventions ratées. Il félicite son maître. Il a raison d'être fier de son Dreadnought de Ranga, une arme ressemblant à un bouclier. Gérald commente à quel point les autres inventions récentes de son maître sont impressionnantes, et Melphina exprime à quel point elle est fière de leur croissance et souhaite que les chevaliers de Daramis soient à moitié aussi forts qu'eux. Claire frappe à la porte et demande l'attention de Kelvin. Elle l'informe de l'autre côté de la porte que les guildes l'appellent. Dans la scène suivante, Léo parle à Kelvin du démon, qui a été aperçu dans un donjon de Randé, la grotte de l'ermite. Des aventuriers qui explorèrent la grotte ont trouvé une pièce secrète, et là, il était. Melphina informe son maître que les démons sont l'une des races les plus fortes avec les dragons et les anges. Kelvin est surpris que les aventuriers aient réussi à revenir vivants. Melphina explique à son maître que la force d'un démon varie considérablement selon l'individu et que même les plus faibles d'entre eux sont environ de rang B. Léo dit à Kelvin qu'on lui a dit qu'il avait rencontré le prince Tabra de Trison. Kelvin ment en disant qu'il ne peut pas, avec certitude, se souvenir d'un tel événement. Léo se plaint de devoir nettoyer les dégâts derrière un voyou qui a agressé le prince, et comment l'affaire est sur le point de devenir un incident international avec Trisson, mais demande si Kelvin est prêt à accepter la mission. Kelvin accepte à la hâte. Dans le donjon de Randé, la caverne de l'ermite, Kelvin et ses serviteurs sont accueillis par un homme, Erd, qui commente n'avoir pas vu Eiffel depuis son dernier examen. Eiffel l'assure qu'elle va bien et est heureuse de le voir. Erd s'enquiert du chevalier se tenant derrière Kelvin. Le chevalier se présente comme Gérald, un ami de Kelvin. Kelvin demande ce qu'ils regardent exactement. Erd l'informe qu'ils ont érigé une barrière autour du bâtiment et le surveillent attentivement et qu'il est impossible de dire à quel point un crossvide sera efficace contre un démon. Melphina explique à son maître qu'un crossvide est probablement inutile contre tout ce qui est plus fort qu'un démon de rang B. Dans la scène suivante, Erd montre la pièce menant à la grotte souterraine et s'excuse de ne pas pouvoir le suivre, mais Kelvin lui dit que c'est mieux ainsi. Eiffel lance un sort d'illumination et une boule de lumière descend dans la pièce secrète. Kelvin ordonne à Gérald de prendre la tête pendant que lui et Eiffel marchent derrière lui, tandis que Clotho reste à l'arrière. Au sous-sol, Gérald se plaint d'avoir marché un bon bout de chemin et Eiffel ajoute qu'ils n'ont pas encore vu de monstre. Kelvin soupçonne que quelque chose ne va pas car il ne sent aucune vie dans la grotte sans parler de monstres. Ils approchent bientôt d'une grande porte. Kelvin détecte deux formes de vie dans la pièce fermée. Il suppose que l'une est probablement un démon et la seconde est gravement affaiblie. Ethel demande à son maître ce qu'ils vont faire. Kelvin les informe que le sceau est toujours intact et sera traité plus tard, mais qu'ils s'occuperont d'abord de l'autre. Il ouvre la porte pour révéler une grande pièce entourée de piles d'ossements secs avec deux piliers, utilisés pour la captivité d'une femme rousse au centre de la pièce. Alors qu'il se dirige vers la femme ligotée, un démon surgit de la pile d'ossements de gauche et se présente comme l'archidémon Victor, exprimant son plaisir de faire leur connaissance. Kelvin esquisse un sourire sinistre savourant le frisson de combattre un adversaire digne de ce nom. Victor rit et scelle toute la pièce, y compris la porte avec de la magie, et lui dit que la fille ligotée est la fille du roi démon. Melphina informe son maître qu'à sa connaissance, l'actuel roi démon Gustave n'avait pas de fille. Kelvin déclare ouvertement que l'actuel roi démon Gustave n'avait pas de fille. Victor explique que le roi n'avait pas de fille officiellement parce qu'il avait beaucoup d'ennemis et voulait garder son existence secrète. Victor souligne que c'était une bonne idée de laisser s'échapper ceux qui avaient trouvé sa demeure et admet que seuls les humains peuvent briser le sceau qu'il a créé plus tôt. Kelvin demande si le but est de détacher la femme rousse, mais le démon ricane et leur assure que son objectif est de les dévorer et d'absorber leur pouvoir.
Victor lance sa première attaque mais est contré par le Dreadnought de Gérald. Victor annonce sa compétence unique, la gourmandise, qui lui permet de voler les caractéristiques de ce qu'il mange, et elle est d'autant plus efficace que la relation qu'il entretient avec sa proie est profonde. Kelvin se plaint de la loquacité du démon et déduit à voix haute qu'il veut les manger, obtenir les caractéristiques des humains, briser le sceau, et puis ramener la rousse comme nouvelle reine démon. Kelvin tente d'abattre le démon à l'aide de sa lance. Cela frappe le démon qui confesse avec excitation qu'il n'a eu que la moitié de l'histoire juste. Le démon absorbe la magie et explique qu'il était le gardien de Sarah, fille du roi démon, et qu'elle est donc en quelque sorte sa fille. S'il la mange, il deviendra incroyablement puissant et deviendra lui-même le nouveau roi démon. Kelvin déduit que Victor est un monstre de rang S et s'extasie de n'avoir jamais rencontré un ennemi aussi fort que lui. Gérald explique à Eiffel que leur maître est incapable de se contrôler face à un grave danger et à une puissance écrasante. Victor invoque l'armée d'Hadès en donnant des lignes de vie magiques aux piles d'ossements dans la pièce, rit de ne plus être en infériorité numérique face à son adversaire et ordonne à son armée d'attaquer en claquant des doigts. Kelvin estime que la multitude d'ossements qui se lancent sur lui sont tous aussi forts que des monstres de rang B. Il décide de les éliminer à distance pour éviter un combat rapproché. Il lance son sort, tire de vent qui envoie une lame de vent brillante sur ses ennemis. Il parvient à éradiquer un nombre considérable d'ossements. Gérald engage des combats rapprochés avec certains des ossements survivants. Il les vainc tous d'un seul coup d'épée chacun. Il envoie une vague de lumière jaune à travers son épée et détruit un grand nombre d'ossements au loin. Gérald propose de s'occuper des ossements et dit à son maître de combattre les quelques-uns qu'il manque. Le démon félicite l'équipe non seulement pour sa puissance mais aussi pour son harmonie parfaite. Kelvin s'approche de lui et lui dit de lui montrer plus de tours dans son sac avec un sourire maniaque sur le visage. Victor propose de lui effacer ce sourire du visage. Le démon frappe le sol de ses poings violets lumineux et lance une bombe fumigène. Kelvin rassure Gérald, lui disant de rester calme car il suit actuellement tous les mouvements de Victor. Il informe son chevalier fantôme noir que le démon est en train de surgir du sous-sol pour les attaquer. Victor lance sa première attaque contre Gérald qui parvient à la contrer avec son cuirassé. Victor est stupéfait que le chevalier ait pu détecter sa présence. Gérald déclenche son mouvement favori, l'onde jaune, et Kelvin félicite son serviteur, mais remarque aussitôt une tache lumineuse sous son pied droit. Kelvin bondit dans les airs aussi vite que possible, juste à temps pour esquiver la queue violente de Victor. Gérald et Victor s'engagent alors dans un combat rapproché. Victor assène un puissant coup magique, suffisant pour terrasser Gérald. Victor étend son bras pour attaquer Kelvin, qui est distrait par ce mouvement. Victor apparaît alors derrière lui et tente de le dévorer. Kelvin invoque immédiatement Clotho, qui se jette sur le bras du démon et commence à absorber sa magie. Victor tente de se débarrasser de Clotho, mais Kelvin l'attaque avec un sort magique nommé Sanctuaire de gloire. Celui-ci projette un large spectre de lumière bleu vif qui se transforme finalement en un élément semblable à une chaîne après contact avec l'ennemi. Victor commente qu'il ignorait que son adversaire possédait de tels pouvoirs. Gérald s'approche de son maître et commence son mouvement, mais Kelvin l'avertit que cela ne le retiendra pas longtemps. Presque aussitôt, Victor se libère du Sanctuaire de gloire. Voyant la force du démon, Kelvin donne un ordre à Gérald avant de lancer un autre sort, la lame vortex, qui entoure l'épée de Gérald d'une magie brumeuse. Victor se moque d'eux sans prêter attention et envoie son bras derrière Kelvin. Le démon l'annonce à l'avance, mais Kelvin le surprend avec un sourire maniaque et le corrige, lui disant qu'il vient de perdre contre eux. Kelvin invoque Ethel derrière Victor, qui halète et se plaint de ne pas avoir pu détecter son niveau de furtivité. Ethel lance sa flèche de feu contre lui. Victor se retourne et bloque la flèche avec sa paume droite qui brûle instantanément. Gérald l'assure qu'ils n'en ont pas encore fini avec lui et l'abat avec la lame vortex. Victor découvre bientôt son bras gauche détaché et gisant sur le sol. Kelvin félicite ses serviteurs mais leur dit que le sort Sanctuaire de gloire a expiré et leur ordonne de tous se replier. Victor éclate d'un rire maniaque et dit à Kelvin qu'il est le deuxième humain à lui infliger autant de dégâts et il suppose que toute la paix de l'ère actuelle a émoussé son tranchant. Kelvin demande à son adversaire s'il est sur le point d'abandonner, mais Victor, une fois de plus, esquisse un petit rire et l'informe que la bataille ne fait que commencer. Victor recouvre tout son corps d'un sort appelé la mêlée du djinn. Son corps entier est englouti par cette matière d'un bleu profond. Kelvin ordonne à ses serviteurs de ne pas attendre qu'il finisse de lancer son attaque et commence à charger Victor avec un sort appelé Clef Denton qui s'installe dans le sol et se déplace avec une lumière jaune éclatante. Simultanément, Ethel lance une pyroïdre primaire qui projette une flèche magique d'avant-garde contre ses ennemis. Victor contre facilement les sorts utilisés contre lui, et Gérald envoie son sort appelé Agito qui lance une lumière jaune éclatante depuis ses épées contre ses ennemis. Kelvin ordonne à Gérald d'activer sa compétence de loyauté à pleine puissance, et le chevalier lui demande s'il est sûr de sa décision, car si elle est utilisée au maximum, elle ne durera pas longtemps. Kelvin dit à son serviteur qu'il doit survivre au démon. Victor annonce que c'est l'heure du round final. Kelvin acquiesce et lui demande de montrer tout ce qu'il a. Victor se soulève du sol et charge Kelvin et ses serviteurs. Kelvin ordonne à Gérald d'activer une défense d'urgence et lance un sort appelé Rempart terrestre. Gérald bloque le coup de Victor et Melfina l'avertit que s'il ne peut pas bloquer l'attaque, la gauche s'effondrera et l'encourage à donner tout ce qu'il a.
Gérald lui assure qu'un vrai chevalier ne perdra jamais et repousse Victor de sa position. Victor traite Gérald d'idiot et l'attaque violemment alors qu'il est sur le point de l'achever. Ethel lance une flèche contre lui et exhorte Gérald à ne pas abandonner tout de suite. Gérald lui assure qu'ils ne font que commencer. Les deux commencent à assaillir Victor de leurs attaques. Elif lance une pyrohydre secondaire contre Victor. Kelvin invoque Clotho qui libère une multitude d'épées contre l'adversaire de son maître et Kelvin simultanément lance un atterrisseur de radiance, un sort qui envoie une puissante lumière blanche éclatante. Ethel combine la magie de son maître avec une flèche de feu. Le coup porté à la poitrine de Victor l'envoie voler et détruire un mur. Il voit un gros rocher tomber vers la fille du roi démon et avec toutes ses forces restantes, Victor se relève rapidement pour la sauver. Kelvin et ses serviteurs s'approchent du démon vaincu, gisant impuissant sur le sol. Victor se rend à son adversaire et Kelvin lui demande pourquoi il a menti en disant vouloir manger la fille du roi démon. Victor admet que s'il n'avait pas menti, Kelvin ne l'aurait pas combattu si durement et que son père lui avait confié la garde de sa fille il y a plusieurs années. Victor a un flashback où il entraîne la fille du roi démon au combat et la princesse démon se plaint de ne pas pouvoir insuffler sa magie dans ses coups de poing. Il l'assure qu'elle a beaucoup de temps pour apprendre car les démons vivent très longtemps. La princesse démoniaque, Sarah, exprime sa déception face aux visites sélectives de son père. Un jour, les héros sont venus conquérir le royaume des démons. Le roi démon Gustave a ordonné à Victor de continuer à veiller sur Sarah et de cacher son existence aux humains comme aux autres démons et a placé sur elle un sceau que seuls les humains pouvaient briser et qui s'est activé après sa mort. Victor avoue avoir attendu le jour où le héros mourrait et où la guerre ne serait plus qu'un lointain souvenir, une ère de paix et de faiblesse où la princesse pourrait régner en tant que nouvelle reine démoniaque. Il commence à s'étouffer avec son sang et marmonne l'échec de ses plans. Il supplie Kelvin de laisser Sarah rejoindre son groupe. Kelvin demande si Victor veut aussi être son serviteur, ce qu'il refuse, arguant de sa loyauté envers un seul roi, et supplie Kelvin une fois de plus de laisser la princesse rejoindre son groupe avec son dernier souffle. Kelvin et ses serviteurs regardent Victor succomber à la mort. Simultanément, le sceau qu'il avait activé avant le combat commence à s'estomper progressivement. Kelvin lève le sceau placé sur la princesse démoniaque, elle se réveille et commence à pleurer Victor et son père. Kelvin promet d'honorer le dernier souhait de Victor. Maintenant, à l'extérieur de la grotte, l'équipe se dirige vers les aventuriers qui observent le bâtiment. Erd demande si tout s'est bien passé et Kelvin lui répond que oui, puis ordonne à Eiffel de lui donner la preuve de leur défaite. Erd interroge la rousse qu'il portait sur son dos. Kelvin lui ment en disant que le démon l'a possédé lorsqu'il était scellé et qu'elle est probablement ce que la première partie des aventuriers a vu. Kelvin explique intérieurement que le bandeau camouflant que portait la princesse empêche les humains de voir ses cornes et ses ailes de démon. Dans la scène suivante, Gérald évolue et est réinvoqué par son maître, en tant que commandant chevalier abyssal. Kelvin est fasciné par les points que Gérald a acquis. Il s'approche de l'endroit où Sarah est assise et elle lui demande s'il est sûr de vouloir la fille du roi démon Gustave comme servante. Kelvin l'assure qu'il possède une dissimulation de rang S, donc elle n'a pas à s'inquiéter que quiconque utilise des yeux d'évaluation pour voir son statut. Sarah lui demande qui il est et Kelvin admet qu'il n'est qu'un aventurier ordinaire qui aime se battre. Elle explique qu'elle n'a jamais quitté le château et ne connaît pas l'apparence de la ville, mais les autres serviteurs confirment qu'elle n'a aucune raison d'être nerveuse. Cette nuit-là, Kelvin est promu aventurier de rang A, et on lui dit que si le démon qu'il a conquis s'avérait être de rang A ou supérieur, il l'utiliserait comme épreuve pour l'examen de promotion. À l'auberge, Ang lui organise une fête de promotion surprise où ils boivent tous dans un état d'hébétude. Kelvin se réveille au milieu de la nuit et cherche la princesse qui regarde les étoiles dehors, ayant une discussion imaginaire avec Victor sur son amour pour le monde et promet de vivre sa vie pleinement. Kelvin et ses serviteurs sont en route pour le pays de l'eau, Thorage. Kelvin se souvient de sa discussion avec Melfina la nuit précédente. Elle l'informe qu'elle peut posséder l'un de ses avatars et cacher le fait qu'elle est une déesse. Elle s'excuse pour des vacances et vient avec une mission pour Tignes, l'un de ses avatars, et assure à son maître que si cela fonctionne, il pourra peut-être l'invoquer. Sierra dit à Kelvin que des gens les observent en secret et presque immédiatement, une bande de voleurs, célèbres sous le nom de Vent Noir, arrête leur carrosse. Le cocher tremble à la mention de leur nom de gang. Kelvin lui demande qui ils sont et le cocher lui explique qu'il s'agit d'une bande de voleurs devenue célèbre à Thorage il y a quelque temps et qu'un aventurier de rang A de Trisan les aurait détruits. La femme parmi les voleurs se moque d'eux, tremblant à la mention de leur nom. Kelvin utilise son œil d'évaluation pour déterminer qu'elle est de niveau 25 à un peu plus de 30 et ordonne à Sarah de s'occuper des perturbations. Sarah affronte les voleurs et les rassemble facilement. La femme ligotée les avertit de son chef. Maintenant, à la guilde des aventuriers de Thorage, la maîtresse de guilde, Mist, remercie Kelvin d'avoir capturé l'un des chefs du Vent Noir. Kelvin, accompagné de ses serviteurs, est assis dans le bureau de la maîtresse de guilde. Elle lui dit que Léo lui a beaucoup parlé de lui et elle explique qu'il y a 20 ans. Elle avoue son incrédulité face au fait que le groupe qui a vaincu le Vent Noir soit devenu eux. Kelvin déclare que le célèbre guerrier de Trisan, Christophe, a détruit le Vent Noir de Thorage à cause du Vent Noir. La maîtresse de guilde acquiesce et lui dit, déçue, qu'ils avaient commencé à kidnapper secrètement des gens et à se livrer au commerce
commerce d'esclaves. Sarah fait remarquer avec enthousiasme que s'il savait où ils se trouvaient, elle pourrait les éliminer. La maîtresse de guilde l'informe qu'ils sont à Thorage, et elle suggère d'y aller sur le champ, mais Kelvin lui dit que ce n'est pas si simple. La maîtresse de guilde acquiesce et leur explique que Christophe est un héros national à Trison, et que si l'affaire n'est pas traitée avec prudence, cela pourrait se transformer en un incident international entre Thorage et Trison. Sarah se plaint de leur incapacité à agir malgré les preuves qu'ils ont recueillies. Kelvin demande à la princesse de se calmer et lui dit que ce que la maîtresse essayait de dire, c'est qu'ils doivent nous faire des préparatifs avant de prendre le contrôle de la situation. Kelvin et Sarah commencent une discussion intérieure. Il lui demande si ses compétences de détection repèrent un groupe de 4 puissants aventuriers. Elle informe son maître qu'elle sent quelqu'un de relativement fort à l'entrée de la ville, avec un niveau probable de 50. Kelvin suggère de laisser le groupe du héros faire tout le travail. Un instant plus tard, la maîtresse de guilde demande au héros de les aider avec le problème du vent noir. Le chef du groupe, Toya, accepte. La maîtresse de guilde a un flashback du moment où elle et Kelvin ont élaboré le plan d'utiliser les héros, symbole de justice, pour vaincre le vent noir. Elle souligne que si cela se produit, Trison ne ripostera guère. Dans le domaine du vent noir, Hope, un membre du gang, nettoie sa dague dans un donjon rempli d'esclaves humains. Il se souvient de la tâche que son maître lui a assignée, il se lève, ouvre la porte du donjon et revient chercher un prisonnier. Il choisit une petite fille dont la mère commence à le supplier de ne pas prendre sa fille. Hope lutte pour se libérer de l'emprise de la mère sur sa fille, mais est interrompu par Kelvin et ses serviteurs. Il demande qui sont ces étrangers et comprend vite que ce sont eux qui ont vaincu plusieurs des leurs plus tôt dans la journée. Kelvin ordonne à Gérald de l'assommer, ce qu'il fait d'un seul coup de poing. Christophe discute de l'arrestation d'un de ses membres de gang avec son collègue, mais est interrompu par un grand coup contre sa porte. La porte s'ouvre et révèle Hope qui, en quelques secondes, tombe au sol comme une statue. Kelvin et son groupe font irruption pour attaquer les 3 bandits. Christophe demande si les intrus sont ceux qui ont vaincu Karna. Il retire son masque et commente qu'il va pouvoir profiter de leur combat, mais Kelvin lui fait savoir qu'il n'était pas là pour lui et se moquait bien de ce qu'il appréciait. Dans la scène suivante, les héros inspectent le donjon à la recherche du vent noir. Toya demande à l'un des membres de son groupe si elle peut sentir quelque chose. Setsuna informe Toya qu'il y a beaucoup de monde à un endroit plus loin, mais qu'elle ne peut pas voir au-delà. Un autre membre sent le mur et ne découvre aucun signe de combat ou de corps mort et dit au groupe que leur priorité absolue est de trouver quelqu'un pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe. Les héros se préparent et ouvrent la porte. À leur surprise, ils sont confrontés à un slime géant. Toya essaie d'attaquer le slime, mais est réprimandée par la petite fille. Elle l'avertit que le slime est l'animal de compagnie de l'homme qui les a sauvés. Sa mère s'excuse rapidement auprès de sa fille et explique qu'elle est juste une grande fan de l'aventurier qui l'a sauvée et que le slime faisait partie de son groupe. Toya s'excuse et s'approche d'eux. La mère demande qui est l'homme en costume. Toya se présente comme le héros de Daramus, Toya Kanzaki. Les prisonniers se réjouissent à la mention de son nom. La mère de la petite fille s'excuse de ne pas avoir réalisé qu'il était un héros. Un autre membre du groupe, Nana, serre Cloto dans ses bras et essaie de communiquer avec lui. Elle explique sa découverte aux membres de son groupe. Le slime lui dit qu'il a reçu l'ordre de rester là et de protéger les personnes kidnappées. La mère de la petite fille supplie les héros d'aider les aventuriers de rang A qui les ont sauvés. Elle lui dit qu'il reste encore des dizaines de bandits. Les chefs athées sont tous des guerriers vétérans et quelle que soit leur force, ils ne peuvent pas gagner seuls. Les héros se précipitent pour prêter main forte aux dits aventuriers. Au moment où les héros arrivent au bureau des bandits, ils les trouvent évanouis sur le sol. Setsuna les prend pour les aventuriers de rang A arrivés en premier. Toya s'excuse auprès des blessés au sol et court vers la salle d'attente pour affronter les bandits. Dans l'autre pièce, il rencontre Kelvin et son groupe, un sourire sinistre aux lèvres. Toya accuse le groupe d'être le vent noir. Kelvin ricane et lui dit à quel point les aventuriers battus sont pathétiques et faibles, avec un sourire sinistre sur son visage. Toya se présente comme le héros de Duramas à ses adversaires et ses compagnons suivent, Setsuna Shiga, Nana Mizuoka, Miyabi, Kuromiya. Toya prononce un discours sur leur travail qui est de rendre justice. Kelvin rit aux éclats de ses actions dramatiques et propose de jouer un jeu, une bataille entre lui et les 4, où le perdant doit accorder au gagnant n'importe quel souhait. Setsuna avertit Toya de ne pas le faire et suggère que leur adversaire cache quelque chose. Elle lui dit qu'il ne peut pas combattre l'adversaire seul et qu'ils doivent le faire ensemble. Toya accepte le défi de Kelvin. Quelques heures auparavant, avant l'arrivée des héros à la base du vent noir, Kelvin et son groupe avaient aménagé la salle d'attente et discuté de leur premier plan. Utiliser leurs souhaits pour faire témoigner les héros sur les esclavagistes, afin que Christophe et les autres ne puissent plus bénéficier de la protection de Trison en se faisant passer pour le vent noir, et le second plan, se faire passer pour le vent noir pour combattre les héros. Dans le présent, Toya annonce à son groupe qu'ils ne peuvent pas perdre le défi. Même au prix de leur vie, les héros invoquent leurs fées respectives pour qu'elles leur prêtent leur pouvoir. Kelvin trouve leur utilisation des compétences de grâce des fées intéressante. Toya tente d'être le premier attaquant et court vers son adversaire. Kelvin utilise la lance de radiance contre lui et Toya parvient presque à bloquer l'un des coups.
Setsuna bloque le second coup et envoie une vague jaune lumineuse contre Kelvin, qu'il esquive facilement. Nana libère son dragon et attaque Kelvin avec un souffle de flamme. Kelvin esquive le feu à l'aide d'un accélérateur sonique, un sort qui lui permet de se déplacer beaucoup plus vite. Il se déplace derrière Miyabi et la frappe avec son manche-peau, un gant qu'il a fabriqué et qui peut copier la peau d'un ennemi juste en le touchant. Kelvin dit à Miyabi qu'il a copié ses compétences de pensée parallèle. Toya charge Kelvin et balance son épée contre lui. Kelvin esquive toutes les tentatives de Toya. Nana court soigner Miyabi qui est évanoui sur le sol. Toya interroge agressivement Kelvin sur ce qu'il a fait à Miyabi, mais Kelvin l'assure qu'il n'a rien fait. Toya ordonne à Nana de continuer à soigner Miyabi et à Setsuna de les protéger. Il essaie de combattre Kelvin en duel et après une série d'attaques esquivées, Kelvin assène un coup de poing magique contre l'épée de Toya, le projetant en arrière. Toya rebondit et commence à frapper. Les deux hommes s'engagent de bientôt dans un combat sérieux. Setsuna court aider Toya. Kelvin saute et invoque un sort, rempart adamantin qui brise le sol et fait surgir de hauts murs de roche. Setsuna exécute Zantetsukan, ce qui lui permet de sauter exceptionnellement haut et de trancher presque n'importe quoi. Après l'expiration du mur de roche, Kelvin apparaît avec un sourire sinistre et fait tomber une lourde boule blanche sur Toya et Setsuna. Nana appelle avec inquiétude les noms des membres de son groupe. Après avoir vu la boule exploser de manière destructrice, Toya parvient à bloquer le coup mais commence à saigner abondamment de sa main droite. Nana propose de le soigner mais il lui dit qu'il n'a pas besoin de guérison et prononce un discours sur son devoir de vaincre le roi démon et tous les autres voyous et mauvaises personnes. Setsuna le gifle violemment, elle lui demande de penser à lui pour une fois, les larmes aux yeux. Kelvin et toutes les autres personnes présentes dans la pièce observent la scène gênante se dérouler. Setsuna raconte une de leurs expériences. Elle se souvient d'un jour où les héros parlaient dans leur salle de classe et un cercle magique est soudainement apparu sur le sol et dans leurs rêves, ils ont vu une déesse. Ils se sont soudainement réveillés dans la grande cathédrale de Darimus et ont rencontré Colette, la prêtresse de la Terre, qui admet les avoir invoqués. Elle avait eu peur du nouveau monde mais elle avait réussi à aller aussi loin parce qu'ils étaient là toujours tous les quatre ensemble. Setsuna accuse Toya de toujours vouloir tout faire seul. Les autres membres confirment l'accusation et Setsuna lui dit qu'il doit les laisser l'aider aussi, sinon il ne vaincra jamais le roi démon. Toya se frappe la tête plusieurs fois avec sa paume gauche et s'excuse de ne pas avoir réfléchi clairement. Il annonce qu'ils sont tous les quatre des héros ensemble. Kelvin demande s'ils ont fini leur spectacle. Toya s'excuse d'avoir fait attendre leur adversaire. Avant que Kelvin ne puisse reprendre sa position, une fée lumineuse explose brillamment à côté de ses yeux. Kelvin interprète intérieurement la situation, il souligne que la fée lumineuse ne se manifeste pas sans être détectée, mais tenter de l'aveugler en s'approchant sans qu'il ne le remarque signifie que les héros deviennent astucieux. Nana déchaîne Givrelier, ce qui permet à de petits piliers de glace de voyager et de grimper au pied de l'ennemi, le bloquant sur place. Simultanément, Miyabi déchaîne Écrasement criminel. Kelvin se plaint de ressentir un poids énorme et de ne pas pouvoir bouger, ses jambes étant coincées. Setsuna et Toya commencent à charger vers lui pour porter le coup final. Kelvin exécute un sort appelé Détonation fendue en voyant les héros voler de l'autre côté de la pièce. Toya fait remarquer que sans le bouclier de la fée de lumière, il aurait été en grand danger. Il entend Setsuna tousser et lui demande si elle va bien. Elle l'assure que oui, mais sans sa compétence marche céleste pour se déplacer en plein air et le boost de vitesse de la fée du vent, elle ne sait pas comment elle aurait pu survivre. Elle suppose que l'énorme explosion a également causé des dégâts à Kelvin. Kelvin déchaîne le remède aveugle, une magie blanche qui restaure la vue perdue. Nana fait remarquer qu'il a détruit le sol sous lui pour annuler son gel profond. Kelvin annonce qu'il ne mettra pas fin au jeu avec son sort. Il ordonne à Nana et Miyabi de faire suivre leur sort de début par des attaques. Miyabi jure de ne jamais lui pardonner de l'avoir humilié 2 fois. Kelvin appelle Setsuna et lui dit d'intégrer la marche céleste à ses assauts, et ils sont à Wei pour lire maintenant. Se tournant vers Toya, Kelvin lui demande quand il va utiliser son double maniement. Toya comprend que son adversaire possède un œil d'évaluation et admet n'avoir jamais cru qu'un bandit serait aussi fort. Toya jure d'utiliser toute sa force. Il appelle son épée sacrée Volonté à révéler sa vraie forme. Kelvin éclate d'un rire maniaque quand Toya commence à charger sur lui. Nana déchaîne un sort, Temple gelé, qui permet à de grands piliers de glace de jaillir du sol. Kelvin est de nouveau piégé dans la glace et Miyabi invoque l'ogre de la mort funeste. Sarah, assise parmi les spectateurs, demande si son maître a besoin d'aide. Miyabi déchaîne le lancier des ténèbres Agassi sur Kelvin. Kelvin exprime son excitation face au tournant soudain de la bataille. Avec un regard sinistre, Kelvin invoque le gardien adamantin qui contre le sort du lancier des ténèbres. Il ordonne au golem de retarder les héros 30 secondes et se plaint intérieurement que le temple gelé, restreignant ses mouvements, est une mauvaise nouvelle. Kelvin calme son esprit pour se concentrer sur la création des incarnations nécessaires à un nouveau sort. Il admet intérieurement que créer les images mentales précises et les incarnations nécessaires pour un nouveau sort est un processus long et complexe, avec de nombreuses étapes, mais avec la pensée parallèle, il peut faire tout cela à la fois à vitesse hypersonique. Setsuna exécute le Zentetsu contre Kelvin, mais avant qu'elle ne puisse le frapper, Kelvin achève sa création et déchaîne tir croisé de radiance, une série de feux blancs sur les piliers de glace et les détruit tous d'un coup. Kelvin les informe qu'il peut analyser n'importe quoi avec son œil d'évaluation, y compris
compris la magie et qu'il connaissait déjà le moyen de détruire la tour gelée avant qu'elle ne finisse son sort. Setsuna charge vers Kelvin qui la félicite d'avoir intégré la marche céleste à ses attaques. Et d'avoir le meilleur sens du combat de son groupe, il la frappe en plein air, la faisant tomber avant de finir son mouvement. L'ogre de la mort funeste que Miyabi avait créé commence à lancer des coups sur Kelvin. Il remarque que Miyabi y a mis de la magie noire induisant des effets de statue et le détruit d'un seul coup. En l'air, Nana chevauche son dragon et assure à Toya qu'elle va le protéger et qu'il devrait faire son mouvement. Nana invoque le bouclier de stalactite pour les protéger. Kelvin félicite Nana d'avoir presque la même endurance que Sarah. Il déchaîne Sanctuaire de gloire et la scelle temporairement. Kelvin déchaîne une fois de plus Hyper Impact sur Nana. La pression de l'Hyper Impact brise de force le saut et l'envoie au sol. Toya la rattrape avant qu'elle ne touche le sol et, en pure colère, questionne le culot de Kelvin d'avoir blessé ses amis. Il l'attaque aveuglément mais est projeté en l'air. Kelvin lui dit que ce qu'il pense maintenant est la façon dont un héros devrait être, mais qu'il ne devrait pas essayer de lui imposer ses idées. Il lui dit que s'il veut changer le monde, il doit devenir plus fort, et s'il en est incapable, il devrait s'allonger sur le sol et se plaindre. Toya s'excuse auprès de son compagnon avant de finalement s'évanouir. Dans la scène suivante, Toya se réveille au milieu de sa fête, la petite fille, Kelvin et ses serviteurs. Il se lève brusquement pour attaquer Kelvin mais découvre que son épée a disparu. Kelvin le lui montre et tapote le slime. Toya suggère que lui et son groupe sont les aventuriers qui les ont précédés. La petite fille confirme sa suggestion, Kelvin s'excuse et se présente comme un aventurier. Toya demande confus pourquoi il les a fait se battre contre lui, mais comprend qu'il les entraînait indirectement. Les larmes aux yeux, il s'agenouille devant Kelvin et le déclare vainqueur. Kelvin l'assure que tout allait bien tant qu'il exauçait son souhait du jeu. Il demande en plaisantant à Toya de commencer à se déshabiller. Silence et confusion inondent la pièce, et ils commencent d'around tous à roucouler. Le maître de guilde assure à Kelvin que la mère et la fille sont en sécurité et que les autres capturés par Blackwind sont rentrés chez eux, de même que les Blackwind eux-mêmes sont emprisonnés. Quelques jours plus tard, dans une grotte, les héros combattent un monstre aquatique, l'Octogigan. Sarah rejoint Kelvin sur son rocher d'observation et lui demande pourquoi il a décidé de les entraîner. Il lui répond qu'il n'a aucune raison, mais qu'il a peut-être pris goût à eux parce que ce sont des héros choisis par Melfina. Il admet intérieurement que ses raisons sont qu'ils viennent de son autre monde. Sarah l'informe qu'elle était sûre qu'il essaierait d'augmenter leur niveau, puis de les combattre à nouveau. Kelvin accepte avec enthousiasme de faire exactement cela, mais Sarah demande s'il pourrait la laisser se joindre la prochaine fois. Simultanément, les héros se réjouissent d'avoir vaincu l'Octogigan. Kelvin leur dit qu'il est temps de manger. Toya et Setsuna discutent de la façon dont les boss de donjon deviennent plus forts maintenant que le roi démon est ressuscité. Ifel demande qui est la prêtresse de Duromas. Et Toya raconte aux deux groupes comment Khalid, la prêtresse de Duromas, les a invoqués dans le Nouveau Monde et leur dit que lui, avec les trois filles, parlait en classe quand un cercle magique est apparu au sol, tout est devenu noir, puis la déesse est apparue et ils se sont réveillés dans la cathédrale de Daramis. Kelvin fait remarquer qu'il s'était téléporté entre les mondes et demande à Toya si son équipe a du mal contre un Octogigan, que feront-ils s'ils rencontrent un boss de donjon de rang S renforcé. Toya admet qu'ils ne sont pas encore assez forts pour gagner et qu'ils fuiront plutôt pour leur sécurité. Sarah traîne un monstre aquatique et annonce à l'équipe qu'elle a attrapé un gros poisson. Le monstre, qui s'avère être un dragon sinistre, boss de donjon, demande qui ose troubler son sommeil. Kelvin lui dit que s'il choisit de fuir, les gens aux alentours souffriront. Pendant que Sarah combat le monstre, Toya confesse à Kelvin qu'il ne laissera pas son groupe mourir pour rien en menant des batailles imprudentes, et même si les gens le traitent de honte, il s'entraînera et élaborera un plan jusqu'à ce qu'il puisse combattre en toute sécurité et gagner. Les membres du groupe de Toya sourient d'approbation à son discours. Kelvin l'informe qu'il a réussi son test et se lève pour vaincre le monstre. Au port, les héros font leurs adieux à Kelvin et reçoivent de lui 3 pendentifs pour augmenter leur statistique moyenne et lancer un autre sort. Il dit à Toya de considérer les pendentifs comme un porte-bonheur. Toya l'apprécie et lui promet que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils seront plus forts. Gérald s'approche de son maître qui contemple la mer ouverte et lui demande si quelque chose ne va pas. Kelvin lui demande s'il pourrait pas les gagner, s'il devait en aller se battre contre l'Empire Lazéa à ce moment-là. Gérald dit à son maître qu'au début, il n'avait jamais cru que c'était possible, mais maintenant qu'ils ont un groupe plus grand et peuvent vaincre des monstres de rang S, son souhait, qu'il pensait impossible, semble pouvoir se réaliser. Gérald remercie son maître pour sa considération. Kelvin suggère qu'il combatte plus d'ennemis puissants sur le continent actuel avant de mener à bien sa vengeance. Gérald le remercie pour sa gentillesse. Sarah informe son maître qu'un messager du maître de guilde est là et prétend que quelqu'un veut le voir. Kelvin commence à se réjouir après avoir compris que le roi du pays voulait les voir. Dans le château, Kelvin commente à quel point la structure du château semble presque japonaise. Gérald l'informe qu'on lui a dit que le premier souverain de Thorage venait d'un autre monde, comme les héros, et c'est pourquoi le château a une forme si unique. Kelvin et ses serviteurs s'inclinent devant le roi du pays et sont choqués d'entendre une voix de femme. Elle les accueille et se présente comme la souveraine actuelle de Thorage, Tsubaki Fujiwara. En retour, il se présente comme Kelvin et comme le chef de son groupe. Kelvin fait remarquer intérieurement que Fujiwara sonnait japonais et qu'elle est la première personne qu'il voit avec un nom de famille. Tsubaki les remercie tous d'avoir détruit les bandits du vent noir et vaincu le boss des grottes marines du dragon. Elle leur demande de lever la tête et les informe que dans des circonstances normales.
Le pays entier célébrerait leurs exploits, mais puisque Trison est impliqué, ils ne peuvent pas encore dire aux gens ce qui s'est passé. Elle propose de les récompenser pour leurs bonnes actions et les exhorte à lui demander s'ils ont quelque chose qu'ils désirent. Kelvin lui demande de lui donner le droit d'acheter du riz, une denrée qui n'est jamais autorisée, en dehors des frontières de Thorage. Tsubaki lui demande s'il veut autre chose, mais Kelvin l'assure que ce sera tout. Tsubaki accepte et l'assure qu'il n'a pas besoin d'acheter, mais qu'il peut en avoir autant qu'il veut, et si un jour il en manque, il devrait lui envoyer une lettre pour en demander plus. Plusieurs jours plus tard, la reine Tsubaki a invité Kelvin et son groupe à rester à Thorage. Effil sert son maître qui loue sa perfection en cuisine japonaise. Elle l'informe que la reine lui a donné tout ce dont il avait besoin. Dans la scène suivante, la reine rejoint Kelvin pour le déjeuner et essaie désespérément de les convaincre de rester définitivement, mais il décline poliment. La reine annonce qu'elle leur donnera un moyen spécial de rentrer chez eux. Dans la scène suivante, Tsubaki présente un portail de téléportation à ses invités. La reine lui explique que la téléportation nécessite une quantité massive de magie ainsi que la permission des administrateurs des deux portes. Kelvin demande s'ils avaient faux la permission de Tart. Tsubaki les informe que c'est déjà écrit dans leur carte de guilde et que le maître de guilde Léo, administrateur de la porte, les a autorisés. Le portail de téléportation s'ouvre et Kelvin, avec son groupe, rentre chez lui. À l'auberge, Claire accueille Kelvin et lui rapporte qu'elle a entendu dire que la souveraine de Thorage avait pris goût à lui. Kelvin demande d'où elle tient ces rumeurs et Claire admet qu'Ange en a parlé à tous. Kelvin l'assure qu'il est plus heureux en tant qu'aventurier libre. Effil offre du thé à son maître et lui demande ce qu'ils doivent faire ensuite. Kelvin lui dit qu'il a décidé de prendre un jour de congé et qu'il sortira un peu plus tard. Kelvin montre à son groupe le manoir qu'il a acheté et ils commentent tous à quel point ils l'aiment chacun. Il leur dit qu'ils peuvent choisir la pièce qu'ils souhaitent. Ethel demande celle à côté de son maître et court joyeusement chercher la cuisine. Gérald demande à son maître s'il peut aller voir le sous-sol qu'il dit ferait une bonne salle d'entraînement. Kelvin lui décrit la direction du sous-sol et le regarde marcher vers celui-ci. Cloto utilise le langage corporel pour demander un habitat à l'extérieur de la maison et Kelvin lui assure que toute la cour est désormais son domaine. Kelvin se réjouit de pouvoir enfin prendre un vrai bain. La petite fille et sa mère du donjon ont été employées par Kelvin comme domestiques par hasard. La mère se présente comme Ellie et sa fille Lucas, qui les remercie de les avoir accueillis. La nuit, Kelvin se détend après avoir pris un bain et loue sa nouvelle maison, sentant qu'il a parcouru un long chemin. Il fait remarquer que le nouveau lit est inhabituel mais commence à s'assoupir. Il se redresse en remarquant l'arrivée de Melfina. Elle s'excuse d'avoir mis plus de temps que prévu à ajuster son avatar à ses besoins. Kelvin l'assure de ne pas s'inquiéter et demande s'il peut la convoquer tout de suite. Elle confirme et le taquine en disant qu'elle est prête à lui voler son cœur une fois de plus. Kelvin invoque Melfina et lui dit nerveusement qu'elle est exactement son type. Dans leur nouvelle maison, Kelvin et son groupe savourent un riche petit déjeuner. Melfina se présente au groupe, elle demande à Serra si elle sera à l'aise avec elle, fille du roi démon, mais Serra l'assure que tout va bien. Elle reproche à son père d'être allé trop loin, et après tout, Melfina n'est pas responsable de l'invocation des héros. Pendant le déjeuner, Kelvin demande à Melfina s'il est acceptable de l'appeler Melfina puisqu'elle est une déesse célèbre à Duramas. Elle convient que c'est une mauvaise idée et leur dit de l'appeler Mel désormais. Melfina propose de récompenser son maître pour l'avoir invoqué, elle lui accorde la grâce de Melfina, déesse de la réincarnation. Kelvin demande si c'est similaire à la grâce du roi dragon de feu d'Ethel ou à la grâce féerique du héros. Elle lui explique qu'il vient de recevoir la grâce de la déesse de la réincarnation, qui a deux effets. Le premier est qu'une fois par mois, elle empêchera complètement les dégâts d'une seule blessure qui serait autrement fatale. Et le second, et plus important, est qu'il a reçu la capacité d'invoquer des héros. Un peu plus tard, Mel trouve son maître sur le balcon et lui fourre un snack au chocolat dans la bouche. Elle lui demande s'il y a quelque chose qu'il aimerait lui demander. Il demande à la déesse pourquoi elle a besoin de héros. Elle loue sa question et lui dit qu'avant de lui donner la raison, elle doit d'abord expliquer davantage sur le roi démon. Elle déclare que dans leur monde actuel, l'apparition d'un roi démon est cyclique et ne peut être empêchée. Elle lui dit que même si elle ne peut pas lui dire quelle forme prendra le prochain roi démon, tous les rois démons ont possédé une compétence spéciale, Papias, qui a deux effets. Elle multiplie le mal en eux au point de déformer leur personnalité et elle annule tous les dégâts. Kelvin demande comment les vaincre s'ils ne peuvent être blessés et elle lui dit que c'est là qu'interviennent les héros d'un autre monde. Elle dit que leur pouvoir est fondamentalement différent de tout ce qui existe dans le monde actuel et peut neutraliser l'invincibilité d'un roi démon. Kelvin demande si cela signifie que ces attaques fonctionneraient aussi sur le roi démon puisqu'il vient d'un autre monde comme les héros et fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire de les appeler héros. Mel est d'accord et explique qu'il est juste de donner aux choses l'apparence appropriée. Kelvin demande à la déesse si les invoquer de leur monde et les forcer à être des héros est juste de leur part. Mel éclaire la question, elle explique que si l'on est incertain d'invoquer quelqu'un d'un autre monde, elle recommande une invocation de réincarnation. Kelvin lui demande ce qu'elle entend par invocation de réincarnation. Melfina lui dit qu'il y a deux façons d'invoquer quelqu'un d'un autre monde, les téléporter vers le monde actuel ou les réincarner. Elle explique que la téléportation fait venir une personne vivante, tandis que la réincarnation invoque l'âme d'un défunt.
Kelvin fait remarquer que les héros ont été téléportés alors qu'il a été réincarné. Mel explique à son maître que la réincarnation consomme une quantité massive de MP, ce n'est donc pas bon quand on a besoin d'invoquer plusieurs personnes, comme les héros de Darimus. Cependant, il est plus pratique d'invoquer une seule personne puissante comme lui. Elle ajoute qu'une autre chose à savoir est que pendant la réincarnation, on peut sélectionner les compétences et avantages souhaités, et puisque le corps est reconstruit, l'apparence et l'âge peuvent aussi être modifiés. Kelvin lui demande, surpris, si elle veut dire qu'il ne ressemble pas à son moi actuel. Mel l'assure qu'il a gardé son apparence et son âge, et que les changer nécessiterait des points de compétence. Kelvin demande s'il peut choisir les âmes réincarnées, mais elle lui fait savoir que c'est aléatoire. Elle mentionne qu'il n'a pas besoin de se presser car il n'a qu'une seule chance et il n'y a pas de limite, il devrait donc prendre tout le temps qu'il veut pour réfléchir. La nuit, Kelvin appelle ses serviteurs dans l'ordre et les informe qu'il est prêt à invoquer des héros. Ses serviteurs se réjouissent d'avoir de nouveaux membres avec qui s'entraîner. Kelvin commence la première étape d'annulation de ses serviteurs invoqués physiquement et elle présente à son maître une potion de récupération qu'il prend pour récupérer ses MP. Kelvin ordonne à Mel de commencer l'invocation de réincarnation. Elle demande à son maître de décider du nombre de personnes à invoquer ainsi que de la quantité de magie à utiliser. Il dit à la déesse d'utiliser tous ses MP sauf un pour invoquer une seule personne. Melfina informe son maître que la préparation du processus est terminée. Kelvin crée le sort et attend. Il demande à Melfina pourquoi le processus prend si longtemps. La déesse lui dit que l'individu est incertain de la compétence à choisir. Kelvin suppose que cela pourrait prendre une journée, mais Melfina lui dit que le temps s'écoule différemment entre les deux mondes, donc cela ne prendra pas si longtemps. Elle l'informe que l'individu a choisi sa compétence et a décidé de ne pas changer son âge ou son apparence. La foudre frappe le château et révèle une enfant. Elle demande où elle est. Kelvin se présente en donnant son nom et en tant qu'aventurier, la petite fille se présente avec enthousiasme comme Ryo Seiki et lui demande si l'ange lui a bien dit qu'elle venait dans un autre monde. Mel mentionne à son maître que l'ange dont parle la petite fille est une de ses servantes qu'elle a laissée en charge. Kelvin fait savoir à Ryo qu'il est celui qui l'a fait réincarner et commence à s'excuser de l'avoir réincarné pour ses raisons égoïstes, mais est interrompu par Ryo qui le remercie les larmes aux yeux. Kelvin la presse nerveusement d'arrêter de pleurer et elle commence à s'endormir dans ses bras. Kelvin demande à Melfina si elle est sûre que la petite fille est la héroïne. Melfina l'assure qu'elle était la meilleure invocation possible puisqu'il a utilisé tous ses MP sur elle. Épuisé, Kelvin s'évanouit sur le sol du sous-sol. Ryo se réveille au milieu de la nuit et sort dans la cour. Elle trébuche après avoir tenté de courir dans la cour. Elle s'allonge sur le dos et commence à apprécier la beauté du ciel nocturne. Kelvin la surprend et lui parle de sa première fois dans le Nouveau Monde. Ryo est surprise d'apprendre qu'il a été réincarné comme elle. Il lui dit qu'il était mort à cause d'une erreur divine et a eu la chance de se réincarner, mais a échangé sa mémoire pour améliorer ses compétences et a résumé sa vie jusqu'à présent dans le Nouveau Monde. Kelvin lui dit qu'il l'a amenée dans le Nouveau Monde principalement pour satisfaire son ego, mais que si elle ne veut pas rester, il ne la forcera pas. Ryo insiste violemment qu'elle souhaite rester et lui explique qu'elle a passé toute sa vie passée comme une personne malade qui ne pouvait pas sortir, encore moins aller à l'école, et la seule façon dont elle s'amusait était à travers les romans. Ryo lui dit que les seules choses qui la maintenaient étaient les romans et l'observation par la fenêtre. Et quand elle était morte, elle s'est demandé quel était le sens de sa vie. Elle le remercie de lui avoir donné une autre opportunité de revivre dans un corps amélioré et entier et lui demande si elle peut rejoindre son groupe. Kelvin lui dit d'y réfléchir, mais elle l'assure qu'elle est sûre de sa décision. Kelvin informe Ryo que les cheveux noirs sont très rares dans leur monde actuel et il aimerait la présenter à tous comme sa demi-sœur venue d'une autre terre après lui. Ryo accepte joyeusement et mentionne qu'elle était enfant unique dans sa vie passée et commence à suggérer des noms. Elle se décide pour Frère Kel et Kelvin l'approuve. Il lui demande de changer de nom car son nom actuel ressemble trop à celui d'un homme désagréable qu'il connaît. Kelvin accepte et souhaite la bienvenue à Ryan dans un monde fantastique d'épées qui s'entrechoquent et de puissantes sorcelleries. Dans la forêt pourpre sombre, Ryan s'extasie sur le donjon et le compare à un jeu vidéo. Ellie demande pourquoi elle et sa fille sont dans la forêt avec eux. Kelvin annonce qu'il veut augmenter un peu leur niveau à toutes les deux et il a posté des golems pour garder le manoir. Lucas mentionne qu'elle n'a jamais combattu de monstres auparavant. Kelvin l'assure que tout va bien et qu'elle, sa mère ainsi que Rion resteront à l'entrée du donjon et qu'ils utiliseront sa compétence de partage d'expérience. Melfina explique aux dames qu'une compétence de partage d'expérience distribue l'XP obtenu en battant un monstre à tous les membres du groupe. Sarah exhorte Cloto et Gérald à faire la course pour voir qui peut blesser le plus d'ennemis avant la limite de temps. Les trois jeunes filles commencent à monter de niveau. Elif informe intérieurement son maître qu'un monstre, un loup de l'ombre, est en route vers eux. Kelvin lui répond intérieurement et lui ordonne de ne pas tirer, mais plutôt de le laisser passer, puis demande ouvertement à Ryan si elle aime les chiens. Ryan lui dit qu'elle adore les chiens. Un grand loup de l'ombre noire apparaît devant eux et grogne bruyamment. Kelvin ordonne à Mel de protéger les dames pendant qu'il s'occupe du loup de l'ombre. Le loup de l'ombre charge Kelvin qui le vainc d'un seul coup. Le loup finit par succomber à un contrat d'invocation. Les serviteurs de Kelvin applaudissent leur maître pour cette bataille réussie. Il réinvoque le loup de l'ombre qui semble maintenant calme et amical. Ethel se tient sur une branche d'arbre et scanne les environs. Elle informe intérieurement son maître que le groupe d'Urdu arrive par l'arrière. Urdu s'approche d'eux et demande à Kelvin ce qu'il fait à l'entrée de la forêt.
Kelvin lui dit qu'ils étaient assortis pour un petit pique-nique et retourne la question à Urdu. Urdu l'informe que son groupe vient d'être promu au rang B et que leur examen consiste à vaincre un nombre spécifique de monstres dans la forêt dans un certain délai. Il demande à Kelvin si les nombreuses de jolies femmes et jeunes filles dont il est entouré font partie de son groupe. Kelvin explique qu'elles le sont toutes, sauf Ellie et Lucas qui ne sont pas des aventurières mais des servantes dans son manoir. Les membres d'Erd se plaignent de n'avoir que des hommes dans leur groupe. Les hommes commencent à se chamailler et finissent de tous par quitter les lieux. Sarah, Gérald et Clotho arrivent et informent leur maître qu'en revenant de la chasse aux monstres, ils ont rencontré Erd et son groupe. Kelvin raconte qu'ils venaient d'être promus et étaient dans la forêt pour chasser des monstres pour leur examen de passage. Le groupe de 3 regarde nerveusement leur maître et tel utilise sa compétence de vision lointaine et informe son maître qu'il n'y a pas un seul monstre dans la forêt. Dans la scène suivante, Kelvin s'incline et s'excuse auprès d'Erd de l'avoir fait échouer à son examen. Erd l'assure que tout va bien et que Léo comprendra s'il lui explique. Il félicite Kelvin d'avoir réuni une petite bande incroyablement puissante et lui dit qu'il est vraiment digne de l'examen de rang S. Dans la cour, pendant que Kelvin et Ryan lavent le loup invoqué, il réfléchit à voix haute à un souvenir d'Erd lui parlant d'un examen de rang S et comment il est sûr que Léo prévoyait de garder le silence juste pour le lui annoncer de nulle part. Eiffel fait remarquer à son maître qu'il a toujours été promu dans des circonstances spéciales et que l'examen de rang S sera son premier examen officiel. Après avoir lavé le loup de l'ombre, Kelvin lui met un collier autour du cou et mentionne à Ryan qu'Alex, le loup, fait maintenant partie de leur famille. Et à partir de maintenant, elle et le loup sont partenaires. Eiffel comprend que Ryan peut communiquer avec le monstre. Ryan lui dit qu'elle possède une compétence qui lui permet de comprendre les monstres. Gérald appelle Ryan dans le manoir pour reprendre l'entraînement à l'épée. Plusieurs jours plus tard, la nuit, Sarah informe son maître que des gens ont encerclé le manoir et agissent de manière suspecte. Ils discutent donc du positionnement des membres du groupe. Ethel et Mel dorment dans leur chambre tandis que Gérald garde la chambre des servantes. Kelvin utilise sa compétence de vision lointaine pour scanner les environs du manoir. Il découvre qu'il ne semble pas fort et que son niveau de poitrine parmi eux est de 20, mais il retire ses mots après avoir aperçu un homme de niveau 26. Il souligne que l'homme est éloigné des autres et suggère qu'il pourrait être leur chef. Ryan demande comment il peut voir si loin à l'extérieur. Kelvin lui dit qu'il avait emprunté la vision lointaine à Eiffel avec son gant manche-peau. Sarah demande à son maître si elle doit s'occuper de la situation. Kelvin sourit et demande à Ryan si elle et Alex peuvent s'en occuper et l'informe que Murmure Silencieux est actif à l'intérieur du portail du manoir. Il lui dit qu'il appellera les golems gardant les portes à l'intérieur et lui conseille de commencer par ceux qui franchissent l'enceinte en premier. Elle assure à Kelvin qu'elle est à la hauteur de la tâche. Il ordonne à Clotho d'en faire une mini-version pour eux afin qu'ils puissent rejoindre le réseau des serviteurs et communiquer par la pensée. Kelvin lui explique qu'il téléchargera les informations qu'il apprend de détection de présence et vision lointaine sur le réseau des serviteurs pour qu'elle les utilise. Il remet à Ryan une épée de mithril résonante qu'il a reforgée grâce à ses compétences de forgeron, provenant d'un homme nommé Cachel comme première arme. Ryan le remercie sincèrement. À l'extérieur du manoir, dans les buissons, un homme mentionne qu'on lui a dit que le maître du manoir travaillait avec les héros de Doramos lorsque leur maître Christophe a été capturé. 14 hommes en noir sautent au-dessus des arbres pour faire pleuvoir des attaques sur les habitants du manoir. Ryan et son loup, Alex, chargent pour protéger leur foyer, tandis que Kelvin et Sarah observent au loin depuis une fenêtre. Sarah commente les mouvements d'épée de Ryan et son harmonie avec Alex. Ryan vainc tous les intrus et se réjouit avec Alex de leur première mission réussie. Kelvin ordonne à Sarah de parler à Ryan et Alex pendant qu'ils s'occupent du reste des intrus cachés. Le chef des assaillants tente de rappeler ses hommes à la retraite, mais se retrouve face au maître du manoir. Kelvin l'informe que sa sœur a éliminé tous ses hommes. L'homme masqué comprend que les héros de Daramus n'étaient pas ceux qui avaient vaincu leur maître Christophe. Kelvin esquisse un sourire sinistre et la scène devient noire. Dans la cour du château de Trison, hommes et femmes sont assis autour d'une table ronde. Un homme parmi eux commence la réunion en saluant l'empereur, dit-il. Dans Lubzel Trison, empereur de la nation militante de Trison, il commence la réunion de la table ronde. L'empereur, Zel Trissan, discute avec sa cour de ce qu'il considère comme une affaire sérieuse. Le général dragon et fils de l'empereur, Asgrod Trissan, demande si l'affaire concerne Christophe et si la sécurisation des esclaves à Thorage était l'idée de Tristan. Le général de l'armée des bêtes, démon mixte, Tristan Faïz, admet qu'il avait de si grands espoirs pour les Black Winds, mais qu'ils n'étaient que des aventuriers barbares et inutiles. Le général des chevaliers d'acier, Dan d'Alba, réprimande Tristan pour ses excuses futiles et se plaint que l'incident a mis en lumière certaines des ombres de leur nation. Dan annonce que les pays Goun, Thorage et Daramasare s'allient déjà. Il demande furieusement à la table qui parmi eux prendra la responsabilité de leur échec. Tristan exhorte le général à se calmer. Le général commence à argumenter mais est rappelé à l'ordre par la générale sombre et fille de l'empereur, Chutora Trisson, qui rappelle aux hommes querelleurs qu'ils sont en présence de leur empereur. L'empereur Zel soutient le discours de Dan sur le fait que leur nation est en grand péril. Il mentionne qu'il a dit aux autres dirigeants de pays que Christophe a quelque chose à voir avec Trisson, mais que cela seul ne suffit pas. Il souligne que s'ils ne font pas attention, ils pourraient se retrouver en guerre avec les 3 autres nations. Tristan insiste pour qu'il fasse la guerre, mais Dan l'accuse d'être fou. Tristan explique que pendant qu'il se militarisait, les 3 autres pays jouissaient de la paix, et maintenant, leurs armées faibles ne font pas le poids face à l'armée de Trisan.
Il suggère qu'il est temps d'atteindre leur objectif de longue date d'unifier le continent. La princesse convient que l'unification du continent est l'un de leurs grands objectifs, mais insiste que ce n'est pas le moment de lancer un tel plan et que les armées ne sont pas aussi faibles qu'on le suppose. Le prince Asgrod annonce qu'il soutient une guerre et déclare qu'il a eu plusieurs escarmouches avec les forces de Gon et qu'elles ne lui ont pas semblé si fortes et que lui et ses hommes ont quelque chose de spécial en réserve. Un sourire malsain traverse les visages des personnes à la table ronde. La princesse demande à son frère s'il veut essayer le nouveau pouvoir qu'il possède. Tristan souligne que le décompte des votes pour la guerre est jusqu'à présent de 2 en faveur et 1 contre. Le général Dan insiste que l'idée est ridicule. Tristan admet que le nombre de votes est égal et demande l'avis du général Clive absent. L'empereur rit et accepte de laisser la porte de leur nation au vote de 5 généraux et ordonne l'arrivée du général Clive absent. Au quartier général des chevaliers magiques, un chevalier, le fils du général Dan, se présente comme Jindalba, membre des chevaliers d'acier. Il informe le général que l'empereur exige sa présence à la table ronde et l'exhorte à venir immédiatement. Le général des chevaliers magiques, Clive Thérèse, se lève étrangement de sa chaise et lâche sa robe pour révéler sa nudité. Il demande au chevalier s'il est joli. Dans la forêt plissée du sud-ouest, Kelvin et son groupe sont en route pour voir le roi des bêtes dans la communauté elfique. Alors qu'ils approchent du village, Ethel informe son maître qu'elle a l'impression d'avoir déjà été là. Kelvin lui dit que le sang d'elfe en elle pourrait la faire se sentir chez elle en terre elfique. Kelvin a un flashback où Léo présente un travail à Kelvin, il lui montre une enveloppe de Leonard Gon, le roi des bêtes de Gon. Il informe Kelvin que le roi des bêtes souhaite le rencontrer personnellement et lui souhaite bonne chance pour son examen de rang S. Dans la calèche, Ethel demande à quoi ressemble le roi des bêtes Léonard. Melfina lui dit que comme il est d'usage dans sa nation, il est parti en voyage à l'adolescence pour apprendre à se battre et a fini par devenir un aventurier de rang S. Ryan fait remarquer que s'il est si fort, il aurait dû faire le travail demandé par Kelvin lui-même. Kelvin suggère qu'il y a 99% de chances que Trisson soit impliqué d'une manière ou d'une autre, alors ils devraient tous donner le meilleur d'eux-mêmes. Une flèche est tirée à quelques pas de leur calèche. Kelvin remarque des elfes postés dans les arbres autour d'eux. Il lève l'enveloppe que Léo lui a donnée, qui contient un sceau royal, et annonce qu'il est là sur ordre du roi Léonard de Gon. Il se présente comme Kelvin et en tant qu'aventurier, un elfe à une jambe se présente comme Nelrus, l'ancien du village elfe. Il les informe que le roi des bêtes Léonard lui avait tout raconté à leur sujet et les remercie d'être venus comme demandé. Alors que Nelrus commence à s'approcher du groupe, il est surpris par l'existence de Lumil, Elif, et demande comment elle est en vie. Dans le palais des elfes, Kelvin propose de parler d'autre chose avant de discuter de la requête du roi. Nelrus demande s'il fait référence à sa confusion entre Atel et Lumul. Kelvin exhorte Nelrus à lui parler de Lumul. Nelrus raconte une histoire d'il y a 20 ans lorsque les elfes vivaient en paix au fond d'une forêt sur le continent occidental. Et un jour, la communauté elfique fut attaquée par le roi dragon de feu. L'un des grands dragons exigea qu'il lui offre les elfes qui l'avaient humilié ou il réduirait leur village en cendres. Nelrus admet ne pas savoir ce qui avait mis le roi en colère puisque les elfes n'avaient pratiquement eu aucun contact avec lui auparavant, mais sa colère était terrible et plus de la moitié du village mourut sans même en connaître la raison et sa jambe fut également blessée, mais l'une d'elles, Lumil, se leva et se tint devant le roi dragon de feu et supplia le roi dragon de tourner sa colère vers elle et d'épargner les autres. Le roi dragon dit qu'elle n'était pas l'elfe qu'il cherchait, mais si elle acceptait d'être sa fiancée, il oublierait les insultes qu'il avait subies. Lumil accepta et le roi dragon de feu l'emmena. Après le récit, Gérald demande aux anciens leur raison d'avoir quitté le continent occidental. Une fois la colère du roi dragon apaisée, Nelrus lui dit des années plus tard, le corps de Lumil fut retrouvé dans la forêt. Jusqu'à ce jour, il ne s'avanda pas ce qui s'est passé. Mais avec la mort de Lumil, les elfes craignirent le retour du roi dragon de feu et fuirent le continent occidental pour le continent oriental. Sarah suggère que si l'ancien l'avait prise pour Lumil, cela pourrait signifier que Lumil est la mère d'Eiffel. Melfina rejette la suggestion en déclarant que les demi-elfes sont le résultat d'un humain et d'un elfe et que si elle était la fille du roi dragon, le sang du dragon serait trop fort. Kelvin souligne qu'il y a toujours une possibilité que Lumal soit la mère d'Eiffel. Nelrus s'excuse auprès d'Eiffel de ne pas avoir plus d'informations sur Lomul. Kelvin fait remarquer que le roi Léonard avait dit qu'un nouveau type de monstre enlevait des elfes. Nelrus affirme et mentionne qu'ils ont une puissante barrière dans la forêt qui perturbe le sens de l'orientation, mais les monstres semblent savoir exactement où se trouve le village. Kelvin réfléchit à l'existence d'une compétence capable d'annuler les barrières. Nelrus l'informe que cela s'est produit 2 ou 3 fois et que cela ressemblait moins à une attaque totale qu'à une tentative d'enlèvement d'elfes. Kelvin souligne que les monstres ne possèdent pas ce niveau d'organisation et demande la permission à Nelrus de rénover le village pour s'assurer que le monstre n'ait plus accès à la communauté. Nelrus lui permet de faire tout ce qu'il peut pour empêcher les monstres. La nuit, un groupe de soldats, accompagnés de leur commandant, mènent les monstres à travers la forêt vers le village des elfes. Un soldat, au hasard, dit à son commandant que les gonds sont introuvables.
Un autre soldat se moque d'eux parce qu'ils ont peur de l'armée des bêtes démons mixtes. Le commandant suggère à ses hommes que les Guan ont dû remarquer qu'ils étaient ceux qui menaient les monstres et les avertit de faire attention aux embuscades. Il dit qu'ils donnent aux Guan beaucoup d'informations puis éliminent quiconque ils envoient pour les arrêter et le plan du général Tristan est prêt pour sa phase la plus importante. L'un d'eux commence un discours sur la puissance de feu mais reçoit une balle en pleine poitrine au milieu de son discours. Un autre soldat reçoit une balle en pleine poitrine, partageant le même sort que l'autre soldat. Le commandant demande ce qui se passe et l'un des soldats évaluant la situation lui dit que les hommes touchés ont été frappés par quelque chose qui ressemblait à une flèche. Le commandant rejette son évaluation en invoquant des raisons de ne pas avoir entendu le son d'une flèche. Un autre soldat est attaqué et bientôt, beaucoup d'entre eux suivent. Le commandant ordonne à ses hommes de se protéger du monstre et les informe que les ennemis utilisent une forme d'attaque invisible. Au sommet d'un rocher de forme irrégulière, Kelvin ordonne à Ethel de tirer sur des cibles sélectionnées. Il félicite sa servante d'avoir atteint la cible et explique qu'il avait construit le rocher de forme irrégulière pour en faire une tour de guet avec un rempart d'adamantine, un sort de magie verte et le sort de magie bleue de Mel, faux brouillard, le rend invisible à l'extérieur des murs du village elfe. Il a également rendu les murs massivement plus solides et l'eau des douves est améliorée par la magie noire de Sarah, de sorte que même si l'ennemi s'approche, il ne pourra pas entrer dans le village. Dans le camp des soldats, un soldat en fuite rapporte au vice-commandant, à genoux, qu'ils ont failli atteindre le village elfe mais ont été attaqués par un ennemi inconnu. L'unité 4 a été anéantie et le commandant de bataillon a été capturé par les soldats de Nangguan. Le vice-commandant se lève de son poste et se demande qui pourraient être les ennemis inconnus. Le soldat l'informe qu'il s'agit d'un ensemble de groupes d'aventuriers et que l'unité 5 les engage en ce moment. Mais il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne localisent leur leur camp principal. Mel et Ryan arrivent au camp et le vice-commandant fait appel au seigneur géant, un géant gigantesque, pour attaquer les ennemis. Ryan commente la taille du géant. Melfina suggère qu'Alex et sa partenaire devraient aller vaincre le monstre géant et dit à Ryan que si elle parvient à le vaincre, cela signifierait qu'elle est une aventurière à part entière. Ryan assure à la déesse qu'elle est à la hauteur de la tâche et chevauche sa partenaire vers le monstre. Le seigneur géant lâche son premier coup de poing sur Ryan mais le rate. Alex et sa partenaire courent le long du bras du géant. Alex saute et lui griffe les yeux tandis que Ryan tente de percer son crâne avec son épée. À sa surprise, l'épée se brise en frappant la peau du monstre. Le vice-commandant se moque d'elle pour avoir utilisé une lame sans valeur contre leur monstre de rang S. Le seigneur géant réussit à porter un coup de poing partiel à Ryan, ce qui la projette en l'air. Ryan atterrit les pieds sur un rocher. Elle souligne que si le monstre parvient à la frapper de plein fouet, elle est morte. Elle a un flashback de la dernière discussion qu'elle a eue avec Melfina. Ce souvenir suffit à renforcer sa détermination à achever le monstre. Ryan charge vers le monstre et elle ordonne à Clotho et à son loup de l'ombre Alex de la soutenir. Par derrière, Clotho vomit 2 épées que Ryan attrape. Les soldats soulignent que seul un héros peut manier 2 armes. Ryan leur dit que c'était dans sa liste de compétences avec d'autres choses, donc elle ne savait pas. Ryan et son loup grimpent une fois de plus sur le bras du géant et déchaînent l'âme générée. De nombreux coups circulaires avec 3 épées accompagnés d'éclairs sur le monstre. Le monstre tombe au sol et le vice-commandant de Trison lui ordonne de se transformer en fournaise géante. Le géant déchaîne des flammes massives sur toute sa peau. Le vice-commandant ordonne au monstre de brûler son adversaire avec des flammes purgatoriales. Néanmoins, Ryan marche sur la flamme et atterrit sur l'épaule du monstre. Elle commente que les flammes semblent beaucoup plus faibles comparées à celles d'Ethel. Elle exécute une fois de plus l'âme générée avec son loup et désintègre le géant pour de bon. Melfina félicite Ryan pour son bon travail. Pendant ce temps, alors que Ethel et Kelvin observent la bataille se dérouler, ils sont attaqués par une magie violette mais parviennent à l'esquiver. Clive, qui flotte dans les airs aux côtés de ses hommes, exprime sa déception d'avoir manqué Kelvin et Ethel. Kelvin fait face à son ennemi avec son sourire sinistre caractéristique. Kelvin lève les yeux vers ses ennemis. Clive essaie d'utiliser ses compétences de charme pour forcer Ethel à devenir son esclave, mais Kelvin parvient à empêcher son mouvement d'atteindre Ethel. Clive traite Kelvin de ridicule moins que rien et se moque de lui pour avoir pensé pouvoir lui tenir tête, à lui, le général des chevaliers magiques de Trison. Kelvin le regarde avec un éclat mortel dans les yeux et le prévient de ne jamais poser la main sur sa femme. Clive lui demande s'il a honte d'appeler l'elfe sa femme. Kelvin utilise son œil d'évaluation sur lui et mentionne comment le statut de Clive est centré sur sa compétence unique et demande s'il est réincarné. Clive souligne que sa dissimulation est d'un certain rang, mais le fait que son œil d'évaluation puisse la percer implique qu'il est également réincarné. Kelvin ordonne à Ethel d'entrer dans les murs et l'avertit qu'il est en train de démonter la tour de guet. Ethel souhaite bonne chance à son maître et part comme on lui a dit. Kelvin lance une vague de vent puissante sur Clive et démonte la tour de guet. Il utilise la magie de la tour de guet pour former 5 lames d'obsidienne, des flèches métalliques gigantesques, et en lance une sur Clive qui, sur le point d'être touché, s'entoure d'une boule de magie verte transparente et dure. Clive admet que Kelvin l'a un peu effrayé, mais il est le personnage principal, et lui, Kelvin, n'est qu'un moins que rien. Kelvin demande sinistrement à Clive combien de temps il a passé à créer le personnage, et se moque de lui pour être le monsieur beau gosse, personnage principal. Il lance les 4 lames d'obsidienne restantes sur Clive, qui s'entoure instantanément une fois de plus d'une boule néon verte. Kelvin commence à tirer des projectiles magiques avec son bâton.
Clive lui dit qu'il perd son temps car rien ne peut traverser sa barrière, qu'elle soit magique ou physique. Il souligne que normalement tout ce qui le touche est détruit, mais ses armes doivent être plutôt résistantes et il les disperse en brisant la barrière hélicoïdale. Kelvin pousse un rire démoniaque, mais Clive le prévient d'un ton moqueur de protéger son dos au lieu de rire de façon aussi effrayante. Kelvin se retourne et bloque une attaque de l'un des serviteurs de Clive. 4 serviteurs lévitants s'engagent dans un combat rapproché avec Kelvin. Kelvin observe le regard dans leurs yeux et accuse Clive d'ensorceler les gens pour qu'ils se battent pour amour pour lui. Clive sourit et lui dit qu'ils sont tous ravis de servir un maître aussi beau que lui, et il fait remarquer à Kelvin qu'il est en infériorité numérique face à 5 d'entre eux. Kelvin sourit et lui assure que ce n'est absolument pas le cas. Clive l'exhorte à cesser de parler et à mourir sur le champ, puis il s'entoure de sa barrière hélicoïdale. Une flèche d'étel traverse sa barrière, prétendument incassable. Kelvin apparaît avec son armée de 4 golems pour égaliser les chances. Kelvin ordonne à ses golems de ne pas tuer les serviteurs afin de pouvoir briser l'enchantement que Clive a utilisé sur eux plus tard. Maintenant, dans un combat en 1 contre 1, Clive sort sa lance et prend sa position. Les 2 hommes portent leur combat haut dans le ciel. Clive félicite Kelvin de pouvoir le suivre et le met au défi de voir qui est le plus rapide tout en lui tirant des projectiles magiques. Kelvin esquive ses tirs et envoie les siens. Le combat s'accélère alors que les 2 échangent des projectiles magiques. Clive félicite Kelvin de manière impressionnante et lui demande, d'un ton moqueur, de devenir son serviteur. Il libère des faisceaux flexibles de lumière violette qui commencent à poursuivre Kelvin dans le ciel. Après l'échec de sa première tentative, Clive commence à tirer des faisceaux lumineux tout en poursuivant Kelvin. Kelvin lui dit que ses attaques affectent les environs. Mais Clive rit de façon démoniaque et lui dit qu'ils peuvent bien mourir, il s'en fiche, et qu'il a encore plein de serviteurs de rechange. Clive se moque de Kelvin parce qu'il se soucie des gens. Il lui dit que le pouvoir qu'il a obtenu en se réincarnant est une tricherie qui lui permet de faire tout ce qu'il désire. Il taquine Kelvin sur le fait qu'il apprécie les frissons et la puissance de la Terre. Kelvin admet qu'un grand pouvoir le rend épanoui et excité. Il déclare que si l'on ne se soucie que de soi-même et non des gens autour de soi, cela signifie que l'on est pathétique et laid et rien d'autre. Clive fronce les sourcils et annonce qu'il ne l'aime pas. Kelvin lui fait facilement comprendre qu'il ne l'aime pas non plus. Clive s'entoure de la barrière hélice et charge vers Kelvin. Kelvin déchaîne également Vortex Edge. Les 2 hommes s'affrontent et entament une lutte de pouvoir. Après quelques minutes de lutte de pouvoir, leur magie explose en un éclat de lumière blanche et brillante. Kelvin parvient à couper la joue gauche de Clive. Celui-ci palpite de colère à cause de son visage marqué. Kelvin donne à Clotho sa baguette brisée. Il demande à Clive si la coupure sur son visage lui a appris un peu ce qu'est la douleur. Clive le rejette et promet de le détruire. Il déchaîne son véritable pouvoir, une magie ultime de rang S. Kelvin sourit et lui demande de lui montrer tout ce qu'il a. Clive avertit Kelvin de ne pas le sous-estimer et s'entoure d'une boule transparente multicolore qui commence à tourner et enveloppe un vent magenta semblable à une tornade autour d'elle-même. En quelques secondes, le vent engloutit toute la zone, transformant l'atmosphère en magenta. Il explique à Kelvin que la magie de rang S est la magie la plus puissante qu'un mage puisse posséder et que sa puissance est comparable à celle d'une catastrophe naturelle. Clive affirme que personne ne peut l'arrêter dans sa barrière de tempête. Kelvin ordonne à Clotho de vomir un bâton noir de rang S, une catastrophe. Il pousse un profond soupir, admettant qu'il n'avait initialement pas l'intention de détruire un village lié à Ethel, mais qu'il n'a plus le choix. Il commence l'incantation de son prochain sortilège massif et avoue n'avoir jamais pu l'essayer auparavant. Il déchaîne la faux de la mort de Boré, une magie de rang S, utilisée pour trancher la magie de rang S sur son ennemi et tranche la barrière de tempête de Clive. Kelvin fait remarquer qu'il a manqué sa cible. Clive atterrit au sol et commence à pleurer ses jambes perdues. Kelvin charge vers lui pour l'achever, mais avant que sa lame ne puisse l'atteindre, Clive disparaît. Un autre jeune homme flottant, accompagné d'une grande bête flottante étrangement blindée, se présente comme Tristan Faïz, le général de l'armée des bêtes démoniaques mixeuses de Trisson, et admet être celui qui a conçu le plan d'attaque du village elfe. Kelvin lui dit qu'il va payer pour avoir initié un tel plan, mais qu'il devrait d'abord lui livrer Clive. Tristan refuse sa demande et lui dit que le général Clive a encore de la valeur. Kelvin fait remarquer que le monstre possède une compétence inhabituelle et Tristan le félicite de si bien connaître l'invocation. Il admet qu'ils ont été vaincus et annonce leur retraite. Après sa disparition, sa voix résonne dans l'atmosphère. Il appelle Kelvin un invocateur noir et promet qu'ils se reverront. Les ennemis partis, les membres du groupe de Kelvin communiquent via le réseau des serviteurs et lui demandent s'il va bien. Sarah s'extasie sur le sort de rang S qu'il a déchaîné pendant son combat. À son poste, Gérald demande ce qui est arrivé au général ennemi. Kelvin s'excuse de l'avoir laissé partir et les informe qu'il retourne au village. Plus tard cette nuit-là, Ethel assure à l'aîné qu'ils ont vaincu le monstre de rang S de Trison et leur général et que le village est maintenant en sécurité. Nelrus les remercie et demande aux autres villageois de préparer un banquet pour célébrer leur victoire et remercier leur sauveur. Gérald taquine Éphile à propos du discours de leur maître avertissant Clive de rester loin de sa femme. Éphile admet nerveusement que d'entendre son maître dire cela l'a rendue heureuse. Kelvin atterrit derrière eux et demande à Ephiel ce qu'elle a dit qu'il avait dit. Ephiel rougit et a chaud de nervosité. Dans la forêt, riant, Sarah et Melfina s'affrontent dans une course pour que leur maître soit le premier à louer l'une d'entre elles. Ryan gagne grâce à un nouveau sort qu'elle a créé. Kelvin félicite Ryan d'avoir vaincu un monstre de rang S. Dans un sous-sol à Trisson, Clive se réveille enchaîné, ses membres intacts, et demande où il se trouve. Tristan l'assure de ne pas s'inquiéter pour ses jambes perdues, car elles ont été rajeunies. Clive demande désespérément ce qui se passe.
Tristan lui lance un labyrinthe maudit et lui dit que sa servante Gildora a préparé 1342 armes maudites au total et qu'il est curieux de savoir ce qui lui arrivera lorsque Clive sera frappé par toutes. Il déclare qu'en tant que réincarnation, il est parfait et assigne un serviteur pour le soigner chaque fois que cela est nécessaire et pour s'assurer qu'il ne meurt pas. Clive supplie tandis que les serviteurs commencent à le frapper avec diverses armes maudites. Tristan esquisse un sourire sinistre et s'éloigne. Dans le village elfe, le serviteur de Kelvin, son groupe et les villageois passent une joyeuse soirée tandis que Kelvin observe de loin. Alif s'approche de son maître, tenant un petit paquet et lui demande s'il pense à quelque chose. Il admet qu'il pense à la chance qu'il a eue depuis qu'il est arrivé dans ce nouveau monde et à l'importance de les avoir tous rencontrés. Il lui demande ce qu'elle a dans les mains. Ethel mentionne que l'aîné lui a donné une petite boîte contenant les affaires de sa mère, Lumi. Elle lui dit qu'elle est si heureuse d'être venue au village elfe et que l'aîné et les autres elfes l'ont tous traitée avec assez de gentillesse, même si elle est à moitié elfe. Elle souligne qu'elle a enfin pu en apprendre davantage sur sa mère. Kelvin propose de l'aider à mettre la barrette de sa mère et en loue la beauté. Ethel promet de travailler plus dur pour son maître et demande si elle peut continuer à le servir pour toujours. Kelvin sourit et lui dit qu'il sera ravi de l'avoir à ses côtés pour toujours. Le reste de ses serviteurs interrompt leur petite conversation. Kelvin et Ethel se lèvent pour accueillir les autres membres de leur groupe. Une petite elfe court vers Kelvin pour le remercier d'avoir protégé son village. Elle serre Kelvin dans ses bras, commence à sangloter, puis rit soudainement. La petite fille s'excuse d'être apparue sous la forme d'une petite elfe. Elle se présente à nouveau comme Léonard, le roi des bêtes de Guan. Kelvin et son serviteur halètent d'incrédulité. Le roi leur dit qu'il possède un objet qui change sa forme et félicite Kelvin pour son excellent travail. Léonard informe Kelvin qu'il a réussi son examen de rang S et que dans 4 jours, une cérémonie de promotion officielle aura lieu où il aura une bataille simulée avec d'autres aventuriers de rang S et l'exhorte à être à son meilleur car l'événement est un grand festival pour tout le pays. Kelvin pousse un rire sinistre à l'idée de devoir combattre d'autres aventuriers de rang S.